Résumé du chapitre 1 de Sa Majesté des Mouches de William Golding. Le chapitre 1 s'appelle L'appel de la conque. On démarre avec un garçon blond, on verra plus tard qui s'appelle Ralph, qui est en train de se faufiler dans la jungle. Et derrière lui, il y a un autre garçon qui essaye de le rattraper. On verra plus tard que les enfants l'appellent Piggy, qui essaye de se débrouiller aussi bien que lui, mais qui n'y arrive pas. Donc Ralph est blond et sportif, et Piggy, c'est un petit garçon rondouillet avec des grosses lunettes qui souffre d'asthme également. Donc on comprend que ces deux enfants, ils se sont retrouvés sur l'île parce que leur avion s'est scratché et que eux ont été éjectés. Et il semble n'y avoir aucun adulte. Piggy essaye d'engager la conversation, mais Ralph ne veut pas l'écouter. Il est plutôt préoccupé à avancer et il lui porte pas beaucoup d'attention. Donc les deux petits garçons finissent par communiquer, ils ont autour d'une dizaine d'années et ils échangent leurs prénoms. Donc c'est Piggy en premier qui demande à Ralph comment il s'appelle et Ralph ne lui renvoie même pas la question parce qu'il lui porte peu d'attention. Et Piggy finit par lui dire la seule chose qui m'inquiète c'est qu'on ne m'appelle pas par mon surnom. Et il lui demande quel était son surnom à l'école et il dit c'était Piggy. Donc Pig c'est un cochon, ça veut dire petit cochon. Et Ralph éclate de rire. Ensuite, Ralph et Piggy se dirigent vers un endroit où il y a une piscine naturelle. Alors elle est décrite très longuement. En gros, il y a la montagne d'un côté et de l'autre, il y a une espèce de banc de sable porté par la tempête qui a fait une petite cuve dans laquelle, ça a l'air d'être assez grand. L'eau est parfaitement chaude, limpide, etc. Et ils peuvent s'amuser dans cette piscine naturelle. Donc Ralph évidemment plonge, nage et s'amuse et Piggy n'ose pas y aller parce qu'il ne sait pas nager, c'est interdit à cause de son asthme. Piggy se réfère toujours à sa tante et on comprend quand ils échangent un petit peu tous les deux qu'il vit chez sa tante parce que sa maman ne peut pas s'occuper de lui et que son père est mort. Ralph, lui, il dit que son père, il est commandant dans la marine et qu'il va venir le récupérer et qu'ils vont être sauvés grâce à son père qui est un grand officier de l'armée. Ensuite, on voit quelque chose qui brille dans l'eau et c'est une conque. Une conque, c'est un gros coquillage qui fait du bruit quand on souffle à l'intérieur. Jack est ignorant, il ne sait pas ce que c'est, alors que Piggy est plutôt le cerveau des deux et c'est lui qui lui explique ce qu'est une conque. Bon, moi non plus je ne savais pas ce que c'était, c'est pas un objet très courant parce qu'il a connu un enfant qui sonnait dedans, c'est un peu comme une corne-brume. Voilà, donc il sonnait dans cette conque pour faire venir sa mère ou des gens dont il avait besoin. Donc Jack, c'est les muscles de ce duo, et lui plonge, récupère la conque et s'entraîne à souffler dedans. C'est très compliqué, au début il n'y arrive pas. Et puis finalement, à force de s'entraîner, il réussit à faire de longs sifflements avec cet objet qui résonne dans toute l'île. Et petit à petit, avec ces bruits-là, il y a des enfants qui approchent. Donc il y a des petits qui s'installent petit à petit autour d'eux sur des arbres qui sont tombés et qui forment des sortes de bancs. Et Piggy se promène au milieu d'eux et relève le nom de ces enfants-là. Il y a deux petits jumeaux qui arrivent, qui s'appellent Eric et Sam, mais ils se ressemblent tellement qu'on ne sait pas les distinguer l'un de l'autre. Piggy continue à faire l'inventaire et Ralph continue à souffler dans la conque pour attirer des nouvelles personnes. Et au bout d'un moment, il y a une maîtrise qui arrive. Donc apparemment c'est un groupe d'enfants qui marchent tous au pas, ça doit être quelque chose de l'armée. Et devant eux il y a un chef, et le chef s'appelle Jack. Ils arrivent et Jack leur dit de rester au garde à vous, de continuer à se tenir au pas, et les enfants n'en peuvent plus, ils veulent que Jack leur donne le droit d'arrêter, et il y en a un qui s'évanouit. Celui qui s'évanouit, il s'appelle Simon, ça va aussi devenir un personnage important. Et donc Jack, voyant que tout le monde rompt les rangs, finit par leur dire « D'accord, vous pouvez vous reposer ». C'est un chapitre qui est assez long, je l'avais découpé en plusieurs parties au début, mais là je vais essayer de terminer et de le résumer d'une traite. Donc je vais moins m'arrêter sur les détails. Il y a une opposition entre Jack et Ralph, parce que maintenant qu'ils sont un groupe, ils choisissent d'élire un chef. Et la question c'est qui va être élu comme chef. Donc ils finissent par se mettre d'accord qu'il doit y avoir un vote et chacun vote. Tous les petits et ceux qui étaient arrivés de façon indépendante votent pour Ralph qui a l'air plus sympathique et ceux qui sont sous la coupe de Jack votent pour Jack parce qu'ils sont habitués avec lui. Mais comme ils sont moins nombreux, c'est Ralph qui gagne et qui est élu comme chef. Là, Ralph il va faire quelque chose d'assez stratégique, c'est qu'il va dire à Jack tu restes chef de la maîtrise, donc de son groupe.
Et Jacques, qui était parti en boudant, finalement finit par se satisfaire quand même de ce rôle. Il y a un débat pour savoir ce que fera la maîtrise et il est conclu que ce seront des chasseurs à la demande de Jack qui veut partir chasser. Au début, ils hésitaient à en faire une armée, mais finalement, vu qu'il n'y a personne à combattre, une armée n'aurait pas trop de sens. Ensuite, ils partent en exploration. Et là, il y a Piggy qui veut y aller et tout le monde balaye sa proposition d'un revers de la manche. Et en gros, Piggy ne servirait à rien parce qu'il est toujours malade, parce qu'il se plaint, parce qu'il tousse, etc. Donc, c'est Jack qui part avec Ralph et ils prennent comme troisième personne Simon. Et ils partent en exploration dans les montagnes qui est de l'autre côté de l'île. Donc il y a d'un côté la plaine, de l'autre la montagne. Et plus tard, la plaine, ce sera l'endroit des meetings où ils sont un peu plus civilisés et la montagne, ce sera l'endroit des explorations et de la sauvagerie. Donc ils partent tous les trois et ils s'amusent beaucoup dans leur exploration. Ils sautent de joie. À un moment, il y a un gros rocher de la taille d'une voiture. Ils arrivent à le faire basculer et ils dévalent toute la montagne. Ils sont pleins d'écorchures, mais ils ne se plaignent pas de leurs blessures et ils sont très heureux de leur exploration. Ils envisagent de faire une carte, mais ça paraît compliqué. Et finalement, ils rebroussent le chemin et ils retournent dans la plaine au lieu du meeting. Il se passe un événement très important pendant cette exploration. C'est la première fois qu'ils voient un cochon. Et c'est une petite truie qui est emmêlée dans des lianes et elle est complètement prisonnière. Alors, Jack se jette sur elle avec son couteau et finalement, quand il arrive face au cochon, il n'ose pas le tuer, il ne sait pas où frapper avec son couteau. Et il s'arrête. Et les enfants, ça leur fait quand même un choc parce qu'ils ne sont pas habitués à taper dans un être vivant pour en ôter la vie, à voir le sang, la chair, tout ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est émouvant et ils ne se permettent pas de tuer le cochon. Mais Jack dit, moi, c'est pas parce que j'ai pas osé, c'est parce que je cherchais où frapper. Mais en fait, Jack lui-même a quand même eu une hésitation. Et ça symbolise un petit peu la barrière de la civilisation, de mettre ce cochon à mort. Et pour l'instant, ils n'osent pas le faire parce qu'ils sont encore des enfants civilisés. Et c'est sur cette anecdote que se termine le chapitre 1. Alors, on va résumer et tenter d'analyser un petit peu le deuxième chapitre de Sa Majesté des Mouches de William Golding. Et on a récupéré mon petit auditeur qui va nous aider à parler de ce chapitre. Comment tu l'as trouvé ? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Ils sont allés au sommet, ils ont mis le feu. Le feu s'est éteint, la fumée a allumé un nouveau feu et toute l'île est en train de brûler. Et Piggy croit qu'il y a des petits qui sont morts. Ouais, il y a un petit qui retrouve plus. C'est bien, tu as retenu le plus gros. Et qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe, de comment ils se comportent tous ces enfants ? C'est pas bien. En tout cas, c'est compliqué, ils ont du mal à s'organiser. En fait, ce livre, on croirait que c'est un livre d'aventure pour enfants, mais c'est plutôt un livre pour les grands. Ça t'empêche pas de l'écouter, hein, comme tu as voulu écouter le chapitre. Mais c'est un livre qui aide à réfléchir comment les gens s'organisent entre eux, comment ils arrivent à former une société. Et je ne vais pas raconter la fin, mais en tout cas, j'ai lu dans un texte que ça montre les mauvais côtés et ça montre que les humains n'arrivent pas à s'organiser. Donc maintenant, je vais faire un résumé un peu plus structuré du chapitre, sauf si tu as envie de dire quelque chose encore. Non. Donc le chapitre démarre par le retour des trois garçons qui étaient partis explorer la montagne. Et ils arrivent, ils reprennent la conque et du coup, ils recommencent à faire une réunion. Et dans cette réunion, ils décident que celui qui a la conque dans les mains a le droit de parler et que les autres doivent écouter. Ou alors il avait peut-être décidé au chapitre suivant, mais là ça prend encore plus d'ampleur. Et le chef, on rappelle que c'est Ralph qui a été élu. Ralph, c'est le chef élu démocratiquement, on va dire, mais Jack, c'est celui qui a le plus d'autorité. C'est lui que les autres écoutent et auquel ils obéissent d'instinct. Et on voit donc Ralph qui leur galvanise un peu les foules, qui leur donne envie en disant « Mon père viendra nous sauver, mon père est un marin » et du coup tout le monde semble un peu heureux. Par contre, Jacques, lui, il fulmine un petit peu et il finit par dire, Ralph, qu'il faut allumer un feu pour pouvoir être repéré. Il n'a pas le temps de finir sa phrase que Jacques dit « Allez, génial, on y va » et tout le monde le suit. Donc on voit que Ralph, qui incarne la démocratie, a du mal à se faire respecter avec en face de lui l'instinct et la spontanéité. Les enfants, ils sont un peu tout fous, ils réagissent de façon spontanée parce que ce sont des enfants. Et il y a une autre question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on gère les petits? Et il y en a un qui a peur. Et la peur, c'est d'avoir vu
un serpent. Et il dit qu'avec le serpent qu'il a vu, il a très peur que ce soit une bête, une bébête, et qu'il vienne l'attaquer ou le manger pendant la nuit. Et Ralph, ça l'énerve. Ralph, il n'a pas de patience pour écouter ça. Et en même temps, il y a quelque chose qui est en train de naître sur cette île, c'est les peurs irraisonnées, et il va arriver avec ça aussi les superstitions. Parce qu'un enfant qui voit quelque chose bouger et qui ne sait pas ce que c'est, il imagine. Et qu'est-ce qu'il imagine? Il imagine une bébête qui veut le manger. Et il y a aussi dans ce livre la question de l'émergence et des structures de société avec peut-être une forme de démocratie ou en tout cas des organisations, mais il y a aussi une façon de le lire qui est de s'interroger sur l'émergence de la religion et de la croyance. Et là, le petit, il semble un petit peu incarner ça, et Ralph s'oppose à lui. Il lui dit stop, arrête de dire des bêtises, et Ralph se met en colère, il refuse que l'enfant dise qu'il y a une bébête qui lui fait peur. Et en même temps, il a peut-être un peu tort parce qu'il bride cet enfant-là qui n'a plus le droit d'exprimer ses peurs. Donc, ils sont tous partis sur le sommet de la montagne et ils sont en train de ramasser du bois pour faire un grand feu. Et il y a un moment où Ralph et Jack sont tous les deux en train d'arracher un arbre. Et tous les deux, ils tirent sur ce tronc. Et c'est un arbre qui est tellement lourd et tellement grand qu'aucun des deux n'aurait pu l'abattre seul. C'est uniquement en unissant leurs forces qu'ils y arrivent. Et à ce moment-là, ils ressentent de l'amitié l'un pour l'autre. Pour l'instant, ils sont amis. Parce qu'ils arrivent à accomplir des choses à deux qu'aucun ne pourrait accomplir seul. Et puis au moment d'allumer le feu, eh ben, ils sont bien embêtés tous les deux parce qu'aucun d'eux n'a d'allumette et aucun d'eux ne sait allumer un feu. Finalement, ils ont l'idée d'utiliser les lunettes de Piggy. Et là, c'est violent, parce que Piggy, il a besoin de ses lunettes. Sans ses lunettes, il voit rien du tout. Et lui, il tient à ses lunettes, parce que ses lunettes, c'est ce qui lui permet de voir. Et évidemment, quelqu'un qui ne voit pas, il est comme un aveugle, il est très handicapé. Et il s'en fout de Piggy et de ses protestations. Il l'attrape, il lui vole ses lunettes de force, et lui, il gémit, il est très triste qu'on lui ait pris ses lunettes, et il a peur qu'on lui casse. Mais personne ne fait attention à Piggy. Et avec la lunette, ils arrivent à allumer le feu. Et puis le feu monte, 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 et finalement s'effondre et semble s'être éteint. Et à ce moment-là, Piggy, il est furieux. Il a la conque et il veut parler. Et on ne le laisse pas parler. Il dit, quand j'ai la conque, c'est moi qui parle. Jack dit non. La montagne, c'est un endroit sauvage, et les lois du mythique ne s'appliquent pas dans la montagne. Et Piggy, il est vraiment de plus en plus hors de lui et il dit, quand je vous dis quelque chose d'intelligent, personne m'écoute, et si Jack dit la même chose, tout le monde l'écoute, vous n'êtes pas juste avec moi. Mais les autres rigolent, se moquent de lui, personne ne fait attention à lui. Et pendant ces chamailleries, il se passe quelque chose de très grave, c'est que le feu est en train de gagner du terrain. Il monte le long des arbres, il y a des petites brindilles qui prennent feu et le feu s'étale. Et finalement, le feu finit par prendre et tout le monde est fasciné par ce grand feu. Ils sont en même temps très contents de voir leur puissance et en même temps un peu inquiets. Et Piggy, qui est l'intelligent de la bande, il dit, mais est-ce que quelqu'un s'occupe des enfants? Est-ce que quelqu'un sait combien ils sont, où ils sont? Est-ce que quelqu'un fait attention à eux, les tout petits? Et Ralph, tout de suite, lui rejette la responsabilité. Il dit, c'est toi qui étais responsable de les compter, de savoir où ils étaient. Et Piggy lui dit, mais c'est impossible. Comment vous voulez que je compte et que je m'occupe des enfants tout seul, alors que vous leur parlez du feu, vous leur faites envie, eux, ils courent de partout. On n'est pas organisé. Et le fait de ne pas être organisé fait qu'on ne peut pas assurer la sécurité des plus petits. Et là, il y a deux grosses questions qui apparaissent dans ce chapitre 2. C'est l'organisation. Donc la société est censée protéger les plus petits des dangers et aussi respecter, c'est quand même la base d'une société, respecter aussi les plus faibles. Et Piggy, qui n'a pas une super bonne santé physique et qui a des problèmes de vue, on s'en fout de lui et de ses problèmes. On lui arrache ses lunettes, on l'écoute pas. Et on voit que cette société créée par les enfants, elle n'est pas si belle que ça. Finalement, ils sont en train de ne pas assurer leur survie. Ils n'ont pas préparé de hutte pour se mettre à l'abri du froid et la nuit arrive. Ils n'ont pas surveillé les petits. Ils ont arraché les lunettes de Piggy. Finalement, ce monde idéal, cette île qui semble être paradisiaque parce qu'il manque de rien en nourriture, ils n'ont pas les contraintes des adultes, mais ils sont en train de créer un monde dont l'ordre n'est pas du tout idéal. Et la fin du chapitre reste sur une grosse question. Ils ont perdu un enfant, celui qui avait la tache de naissance et celui qui avait peur du serpent. Cet enfant-là, il a disparu. Et Piggy est complètement paniqué parce qu'il dit qu'il l'a vu et qu'il était du côté où le grand feu a pris. Donc on se demande si l'enfant n'est pas mort brûlé.
le chapitre il finit sur cette incertitude et il nous laisse quand même un air un peu amer parce qu'on a l'impression que l'organisation de tous ces enfants, elle est quand même pas terrible et qu'ils font peut-être plus de mal dans leur organisation que de bonnes choses. Et la lecture de ce chapitre s'arrête ici. On va résumer le chapitre 3 de Sa Majesté les Mouches de William Golding. On va être assez rapide parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans ce chapitre. Il démarre par une longue description de Jack qui chasse dans la forêt. Alors il trouve rien, mais il observe les pistes, il sent l'odeur, il se promène à quatre pattes pour être plus près de l'odeur des feuilles. Et on a l'impression qu'il retourne un petit peu à un état primitif. À un moment, il trouve des excréments de sanglier et il se penche au-dessus. Il touche l'herbe, il ressent la nature. Enfin voilà, Jack est complètement immergé dans cette nature à laquelle on a un peu l'impression qu'il appartient. Et à un moment, il sent que la nature est puissante autour de lui. Parce qu'il y a un oiseau qui s'envole, et il y a un cri d'une bête, et il y a l'écho du cri. Et il dira plus tard à son copain Ralph, pour l'instant il est son copain, que des fois on se sent chasseur et parfois on se sent la proie. Donc pour en revenir à Ralph, Jack revient, il crève de soif, il demande à Ralph s'il y a de l'eau, il finit par lui dire oui, il y en a vers l'arbre, mais Ralph est contrarié. Il est contrarié parce qu'ils font des réunions qu'ils appellent des meetings, et pendant ces meetings, ils prennent des décisions. Et la décision, c'était de construire des cabanes. Mais les petits, ils sont trop petits, donc ils ne travaillent pas beaucoup, et les grands préfèrent jouer. Donc au final, les décisions sont prises, mais personne ne s'y tient. Et Ralph, il a passé toute la journée à essayer de construire les cabanes. Sa cabane s'est effondrée, les deux premières sont pas terribles, et il n'y a que Simon qui l'aide. On reparlera de Simon un peu plus tard. Donc Ralph est énervé parce qu'il est le seul à travailler et que les autres préfèrent s'amuser. Jack, on voit qu'il n'a pas le même tempérament. Il lui dit « mais c'est toi le chef, t'as qu'à les attraper et les obliger à t'obéir ». Donc là, on voit qu'il y a deux visions de l'exercice du pouvoir différentes entre Ralph et Jack. Mais Ralph, il est aussi furieux contre Jack parce que lui et ses chasseurs, ils sont censés chasser, mais ils ne ramènent pas de cochons, des sangliers, donc c'est des cochons sauvages. Alors que les cabanes n'avancent pas et finalement, ils trouvent que leur travail ne sert à rien. Mais Jack, il ne se formalise pas, il écoute à peine ce qu'il dit, il continue à lui parler de sa chasse et lui dire « ça y est, je vais y arriver, je vais en ramener un ». On voit que Jack, il est à fond dans sa recherche de cochons et qui ne s'inquiète pas trop pour ces histoires de cabanes. Et Ralph, il dit que les cabanes, ils en ont besoin pour se protéger de la pluie, parce que des fois, il y a du mauvais temps sur l'île, mais aussi pour pouvoir permettre aux petits de se sentir comme chez eux. Parce qu'il dit que la nuit, les petits font des cauchemars, qui crient et qui pleurent en dormant, parce qu'ils sont quand même perdus sur une île déserte, et ils ont peur de ce qu'ils appellent le serpent. Alors le serpent, c'est le mot tabou, apparemment, on n'a pas le droit de dire serpent. Pour eux, c'est quelque chose qui est mal. Et c'est Simon qui attire leur attention sur le fait que les enfants ont peur. C'est pas tellement Ralph, je me suis trompée, c'est Simon qui leur dit les enfants ont peur de cette chose-là. Et ils disent tous, mais cette île, elle est merveilleuse, il n'y a rien d'hostile dans cette île. C'est là que Jack dit, quand on chasse, parfois on a l'impression d'être la proie. Et puis finalement, pendant qu'ils sont en train de parler, Simon est parti. Et ils se rendent compte qu'ils sont tout seuls. Et ça reste des enfants, et dans un moment de connivence, ils se mettent d'accord sans se parler, de façon tacite, et ils repartent tous les deux plonger dans l'eau et jouer avec les autres dans leur piscine naturelle. Pendant qu'ils sont en train de partir pour nager, Ralph, il dit quand même à Jack, vous les chasseurs, vous avez la responsabilité du feu. Et le feu, il n'est pas assez fort, parce qu'il y a un mince filet de fumée qui s'élève. Et à ce moment-là, ils remettent des branches vertes et on voit que sur la colline, le feu redémarre. Donc eux qui sont en bas et qui l'observent, ils se demandent quand même si le feu est assez fort, mais on voit que Ralph est très inquiet pour le feu et que Jack s'en fout un peu. En fait, dans ce chapitre, on voit l'opposition entre les deux garçons, leurs deux types de personnalité et leurs deux conceptions de l'autorité. Par exemple, Jack, il aime chasser alors que Ralph construit des maisons. Et c'est un petit peu, comme on imagine que les premiers hommes ont conquis le monde, enfin, ou en tout cas ont évolué, c'est avec des chasseurs-cueilleurs qui sont devenus des sédentaires. Et alors, Jack, il incarnerait plutôt les chasseurs-cueilleurs qui étaient des aventuriers, et Ralph incarnerait plutôt les sédentaires qui ont commencé l'élevage et qui ont commencé à bâtir des maisons. On se rappelle que ce livre, il est censé être un petit peu aussi une histoire du commencement de l'humanité à travers ces enfants qui sont les premiers hommes sur l'île. Donc ensuite, on revient à Simon sur un assez long passage
Donc c'est un passage qui raconte que Simon est parti, il s'est enfoncé dans la forêt. Au début, alors Simon, il semble se préoccuper des petits quand même, parce que les petits, ils lui tirent le bras et ils lui montrent plein d'arbres fruitiers. Ils ont l'air d'avoir à manger autant qu'ils le souhaitent, et ils sont trop petits pour attraper certains fruits. Alors ils tendent leurs mains, et les petits ont déjà perdu le langage. Pourtant, on ne sait pas combien de temps ça fait qu'ils sont sur l'île, mais ils savent plus communiquer que par cris, les petits. Et donc Simon comprend parce qu'ils leur tendent les mains, ils lui tendent les mains, que eux veulent des fruits. Donc Simon ramasse les fruits et les distribue aux petits. Et ensuite, il s'enfonce dans la forêt. Et la nuit tombe. Et il se fait un genre de terrier parce qu'il rentre au milieu des lianes. Et il se trouve un petit endroit à l'abri de tout. Et il se met à l'intérieur. Et la nuit tombe, il y a du parfum. Simon semble être bien dans son espèce de petit terrier. Voilà, le chapitre 3 se termine. On va résumer le chapitre 4 de Sa Majesté des Mouches de William Golding. Ce chapitre 4, il s'appelle Visage peint et cheveux longs. Et c'est le chapitre le plus cruel, bien que je ne les ai pas tous lus, donc je ne sais pas comment seront les suivants. Mais en tout cas, on voit beaucoup de cruauté chez les enfants dans ce chapitre. On va essayer de le résumer. D'abord, il nous décrit la vie quotidienne des enfants sur l'île. On a l'impression que ça fait très longtemps qu'ils sont déjà sur l'île, les enfants. Alors, je ne sais pas l'estimer, mais ça fait peut-être des semaines ou des mois. Il dit que d'abord, les enfants, ils sont rythmés avec le rythme de la journée. Le matin, quand ils se réveillent, ils trouvent du soleil. À midi, il fait très chaud, ils jouent, ils s'amusent. Mais par contre, le soir, les angoisses reviennent. Ensuite, il parle d'un petit garçon qui s'appelle Percival. Et ce petit garçon, il s'est mis tout seul dans un coin, dans une espèce de petite hutte qui s'est trouvé un abri. Et pendant 2 jours, il s'est isolé des autres. Il a chanté, ri, pleuré, parlé successivement. Et les autres ont dit qu'il était fou. Percival, il appartient au groupe des petits. Il faut s'imaginer donc dans ce récit que c'est des enfants qui ont autour de 6 ans et qui sont sans repère, sans nourriture, enfin à part ce qu'ils ramassent eux-mêmes. Et du coup, bah, évidemment, ils deviennent un peu perturbés, ces enfants. Ensuite, il y a des grands, et il y en a quelques-uns qui sont au milieu, comme Simon, Robert et Maurice. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages et il faut essayer un peu de retenir qui est qui pour suivre le livre. Donc les petits, à part Percival qui a eu un petit moment de retrait et peut-être de folie, ils s'occupent en jouant un petit peu dans la journée, et la nuit, ils viennent tous se coller les uns contre les autres pour dormir tous ensemble. Ils aiment bien aller aux réunions parce que ça leur fait une activité et une distraction, donc quand la conque sonne, les petits viennent. Ensuite, il y a un passage où William Golding nous raconte une histoire de jeu d'enfants, mais on voit déjà que les enfants sont très cruels à travers la description de ce passage. Donc il y a 3 enfants qui jouent à faire des châteaux de sable. Parmi eux, il y a Henri. Et Henri, il était de la famille du petit qui avait une tache de lit de vin sur le visage et qui avait disparu dans le feu. Et on comprend apparemment que ce petit enfant, il est mort dans le feu. Mais Henri, il s'en soucie pas trop parce qu'il est petit et il comprend pas bien. Ils disent, on lui aurait dit n'importe quoi. Si on lui avait dit, tiens, il a pris un avion, il est rentré chez lui, Henri il l'aurait cru, donc, parce qu'il est trop petit, donc il n'est pas trop choqué que son petit cousin ait disparu. Et donc il est avec Percival et Johnny, et ces 3 petits sont en train de fabriquer des châteaux de sable, et ils passent beaucoup de temps à choisir les cailloux les plus jolis, à décorer avec des fleurs, etc. Ils font des petits châteaux de sable et ça les occupe. Ensuite, il y a 2 grands qui arrivent, qui s'appellent Roger et Maurice. Eux, ils arrivent, ils étaient sur la montagne parce qu'ils devaient surveiller le feu, ils ont terminé leur tour, et en descendant, ils voient les petits en train de jouer. Et on voit déjà la cruauté qui émerge. Je pense que c'est le premier acte vraiment cruel qu'on voit de la part des enfants. Ils massacrent le jeu de sable. Ils cassent leur château, ils jettent les coquillages, les pierres, les fleurs des enfants. Ils leur cassent tout leur jeu. Assez étonnamment, les petits ne disent rien et ils les laissent faire. Et là, il y a la question de la moralité qui se pose parce que Maurice, donc en même temps qu'il casse le château de sable, il envoie du sable dans les yeux d'un petit, de Percival, celui qui s'était isolé à un moment dans sa hutte. Et pendant que le petit se met à pleurer parce qu'il a des sables dans les yeux, lui, il se rappelle de la civilisation. Et la civilisation, c'était quand il avait une fois, en étant enfant, pareil, jeté du sable et fait mal à un autre enfant. Sa maman l'avait disputé. Et du coup, c'est l'aspect de la civilisation contre la sauvagerie. Et là, William Golding, il donne clairement son avis sur une question philosophique de d'où vient le bien et le mal. Pour lui, la civilisation, c'est le bien. C'est apprendre, non, il ne faut pas faire mal aux autres. Alors que naturellement, ça ne l'aurait pas dérangé de faire pleurer l'enfant parce qu'il lui a jeté du sable dans les yeux, mais il lui reste un souvenir de son éducation. Donc, il en est gêné et il a honte. Il ne va pas jusqu'à s'excuser, mais en tout cas, il arrête de l'embêter et il part. À côté, il y a un autre petit, Johnny.
Et Johnny, lui, il a vu faire le grand, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend du sable dans ses mains, et à son tour, il jette le sable sur Percival pour le faire pleurer. Et on voit que Johnny, qui est plus petit, qui a moins de souvenirs de la civilisation, lui, il n'a pas de barrière morale qui l'empêche de faire mal à l'autre petit enfant. Et donc, ce serait un petit peu un petit sauvage qui, lui, s'amuserait à faire pleurer l'autre. C'est un petit passage, mais c'est vraiment une question essentielle. C'est de se demander pourquoi les gens font le bien ou le mal. Et là, par exemple, eh ben, c'est pour s'amuser, pour se distraire. Et c'est vrai que les enfants, les tout petits, des fois, ils se chamaillent, ils aiment bien prendre le jouet de l'autre ou le pousser. Après, est-ce que naturellement, si les adultes n'intervenaient pas, ils continueraient tout le temps à s'amuser à faire mal à l'autre? C'est pas certain. On peut quand même partir du postulat que la nature humaine n'est pas foncièrement si mauvaise que ça. Mais en tout cas, pour Goldin, si on n'a pas été éduqué et si les adultes ne nous ont pas transmis des valeurs pour nous apprendre que faire le mal, c'est mal, naturellement, on n'a pas de limite et on prend plaisir à faire mal à l'autre. C'est son avis à lui. Ensuite, Henri, quand il en a marre de ce jeu, il s'en va et il trouve des petites bêtes. J'ai pas bien compris lesquelles, mais enfin, ça doit être des espèces de méduses, je sais pas, qui ont été rapportées par la mère et que Henri observe. Et du coup, il les déplace, il regarde ce qu'elles font. Et Goldwyn nous dit que Henri, il a du plaisir à dominer ces petites bêtes et à voir quelqu'un de vivant que lui maîtrise ou domine en tout cas. Il les fait changer leur route en les poussant avec un bâton et voilà. Donc Henri, il est accroupi en train de jouer avec ses petites bêtes. Et derrière lui, il y a Roger qui attend. Au loin, il y a la fin du problème de la bataille de sable. Il y a le petit Percival qui, à force que Johnny lui jette du sable dessus, s'enfuit en pleurant. Et Johnny, donc il est très content d'avoir fait fuir l'autre petit garçon. Et il continue à jouer. Et il continue même à jeter du sable contre son Percival imaginaire. Donc comme si son copain était encore là, il continue à jouer qu'il fait la bagarre et qu'il embête quelqu'un. Ensuite, Roger, lui, qui s'est caché derrière un arbre pour observer le petit Henri qui joue, il y a des noix de coco qui tombent autour de lui. Elles tombent de très haut, elles auraient pu lui faire mal, mais elles ne le touchent pas. Et ça lui donne une idée, on voit que tout le monde a quand même quelque chose de cruel chez ses enfants, c'est de jeter des cailloux sur le petit garçon qui est en train de jouer. Donc il y a Henri qui est en train de jouer avec ses bébêtes, qui maîtrise lui-même, alors que Roger, lui, s'amuse à regarder le petit Henri, donc il est un petit peu comme Henri qui observe les bébêtes, et il jette sur lui des cailloux. Mais il ne jette pas les cailloux pour le toucher, il jette les cailloux autour de lui. Et Henri se demande bien d'où viennent les cailloux. On voit que quand même, Roger, il a une certaine retenue, un reste de morale. Il ne se permet pas de jeter les cailloux sur l'enfant. Ça l'amuse de l'embêter, mais il ne se permet pas de lui faire mal quand même. Et donc le petit, il essaye par tous les côtés d'essayer de voir d'où viennent ces cailloux. Mais en même temps, ça l'intéresse qu'à moitié, il est aussi en train de continuer son jeu. Et puis tout ce monde-là est interrompu par Jack, qui déboule avec des noix de coco qui contiennent, je sais plus quoi, des choses pour se peindre le visage. Et il explique à Roger que c'est plus le moment de jouer, qu'ils vont se peindre pour partir à la chasse. Et il y a quelque chose de très très animal. Il fait un premier maquillage dont il n'est pas satisfait, il retourne se laver, et la deuxième fois, il refait un deuxième maquillage avec toutes ses peintures, et là, il se trouve terrifiant. Et le masque, symboliquement, quand il le met, il devient un animal sauvage et il renonce à toute humanité. Roger lui dit qu'il est drôlement dégoûtant. Et puis, il embarque les deux petits jumeaux, Eric et Sam. Il embarque Roger, il embarque tout le monde pour aller partir chasser. Ensuite, on retourne du côté de Ralph. Lui est dans la piscine avec Piggy et un troisième, je pense que c'était Simon. Piggy, on voit que lui, il incarne vraiment la civilisation. Il essaye de fabriquer une montre. Il dit si on mettait un bâton dans la terre, on verrait le soleil tourner et on pourrait savoir quelle heure il est. Si on était plusieurs à la voir, on pourrait se donner par exemple des rendez-vous. Et ce qu'il dit est très intelligent. Mais Ralph ne l'écoute pas, il se moque de lui, il le trouve inintéressant d'une raison... à cause de son surpoids, à cause de ses problèmes d'asthme, ils appellent ça l'astico, l'asthme, à cause de ses problèmes pour voir, etc. Et surtout le fait que c'est un enfant qui pense différemment, il trouve tout ce que Piggy est ennuyeux, il se moque de lui et il le laisse plutôt de côté. Et Ralph, qui est pourtant plus le sédentaire et plus celui qui veut construire des maisons, c'est pas forcément celui qui incarne le bien, parce qu'il n'est pas si gentil que ça avec Piggy non plus. Chaque fois que Piggy lui parle,
il l'envoie balader ou alors il lui répond pas. Ensuite, il y a Maurice qui plonge dans l'eau et il se fait mal, il fait un plat et Ralph se moque de lui parce qu'il s'est fait mal. Là, il y a quand même vraiment un parti pris de Goldwyn où il décrit des enfants qui n'ont jamais un jeu dans lequel ils ont de la bienveillance l'un pour l'autre. Ils sont toujours dans la moquerie, dans la bagarre et dans le défi des uns envers les autres. Donc après cette partie où il nous a décrit la vie quotidienne de tous les enfants, où chacun embête un petit peu l'autre, il voit soudain une fumée. Donc c'est la fumée d'un bateau, il y a un bateau qui approche sur l'horizon. Donc Ralph est fou de joie, mais Piggy a l'impression que le feu sur la montagne est éteint. Ralph, comme toujours, ne l'écoute pas. Il finit par demander, je ne sais plus, à Maurice ou alors à Simon, un autre enfant qui est avec eux, est-ce que tu vois de la fumée sur la montagne? Parce que moi, j'y vois rien avec mes lunettes, je vois pas bien. Et il dit, mais non, c'est vrai, il n'y a pas de fumée. Et au bout d'un moment, Ralph se retourne enfin, il arrive à détacher son visage, son regard de l'horizon où il voyait le bateau, et il dit, mais c'est pas vrai, le feu est éteint. Et il se met à courir comme un forcené à travers les bois, tout son corps est écorché tellement il court vite, il escalade, il rampe, il se faufile sous les lianes, parce qu'il veut arriver en haut de la montagne pour allumer le feu. Il a un dilemme, c'est que si jamais il arrive en haut de la montagne et que le feu est complètement éteint, il aura laissé derrière lui Piggy et ses lunettes. Et sans les lunettes de Piggy, il ne pourra pas rallumer le feu. Donc il se pose la question, est-ce que je continue ou est-ce que je vais d'abord chercher les lunettes et Piggy? Et puis finalement, il continue à monter. Ce petit instant où il s'interroge, on peut se dire que c'est quand même un reste de questionnement. Alors, je ne sais pas si c'est de moralité, mais bon, Piggy est en difficulté, il est le dernier, il est toujours à la traîne, et c'est un peu utilitariste parce qu'il veut utiliser ses lunettes, mais aussi la question de savoir est-ce qu'on attend ou pas le dernier. En tout cas, il choisit de ne pas attendre, et quand il arrive en haut, le feu est complètement éteint. Donc il est au désespoir, il est prostré, il parle même plus. Et à ce moment-là, il y a Jack qui revient avec ses chasseurs et ils ont quelque chose, ils chantent, ils sont heureux, ils ont tué un cochon. Donc eux, ils racontent leur chasse, ils sont fous de joie, etc. Et Ralph reste prostré et il est hyper furieux parce que le feu s'est éteint. Donc il y avait un système de relève, chacun à leur tour, ils devaient veiller le feu. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jack est venu, il a demandé à ceux qui surveillaient le feu de le suivre pour partir chasser. Et comme ils sont tous partis, eh ben, le feu s'est éteint. Et pas de chance, c'est à ce moment-là qu'un bateau est passé. Donc ça devient vraiment très tendu entre Ralph et Jack. Ils sont les deux chefs et ils s'affrontent très clairement à ce moment-là. Jack, il s'en sort bien parce que finalement, c'est lui qui est le plus civilisé dans ce moment d'affrontement parce qu'il s'excuse. Mais pour Ralph, ça c'est une manœuvre. Il s'excuse pour rallier les autres à sa cause. Et pourtant, bon, c'est quand même une tentative de dialogue et peut-être que ça aurait été un bon élément à saisir. Donc, il s'excuse, mais Ralph rejette ses excuses, ce qui donne le sentiment aux autres que finalement, Jack n'est pas forcément le plus mauvais et que ce serait finalement Ralph qui aurait le plus mauvais caractère, qui serait le méchant de l'histoire. Et puis au bout d'un moment, Jack exprime sa colère sur Piggy, qui lui aussi n'était pas content que le feu n'ait pas été allumé parce qu'il voulait bien être sauvé de cette île. Et toute sa colère est rejetée sur Piggy, parce que c'est certainement plus facile pour lui de s'en prendre à Piggy que de s'en prendre à Ralph. Il le tape et il lui casse un verre de ses lunettes. Et évidemment, pour Piggy, c'est dramatique parce qu'il a déjà du mal à voir, alors avec un verre cassé, il voit encore moins bien. Donc finalement, tout le monde, le silence finit par revenir. Il y en a qui parlent de la chasse pour détourner un peu l'attention et faire revenir un peu une bonne ambiance. Et Jack dit, bon bah allez, on va rallumer le feu. Mais Ralph, ce qu'il fait pour protester, c'est qu'il est assis sur le tas de cendres et il refuse de bouger. Donc ils ne peuvent pas refaire le feu au même endroit. Et pourtant, c'était là que c'était le plus commode, le plus facile. Et il utilise sa position pour montrer son mécontentement. Et il fait un peu le sitting, il refuse de bouger. Donc ils sont obligés de faire leur tas de bois un peu plus loin et de mettre le feu un peu plus loin. Ils sont finalement obligés de se réconcilier un petit peu parce que Piggy est beaucoup plus du côté de Ralph que du côté de Jack, qui lui a en plus cassé sa lunette. Et ils ont besoin d'utiliser encore l'autre lunette qui lui reste, parce qu'il y a deux verres à une paire de lunettes, évidemment. Donc ils ont besoin d'utiliser le verre de lunettes de Piggy. Donc c'est Ralph qui va le chercher et ils réussissent quand même à allumer le feu. Et Ralph comptait ne pas manger la viande, il comptait bouder, mais finalement l'odeur lui semble trop bonne, alors il a quand même envie de manger. Et Jack lui donne de la viande. Et à côté de lui, il y a Piggy qui a faim et qui demande lui aussi à avoir un morceau. Et Jack, il avait comme projet de ne pas lui en donner, de laisser Piggy sans manger pour réaffirmer son autorité et montrer qu'il était lui le chef, et de laisser Piggy avoir envie et avoir faim de cette viande. Mais comme Piggy ose demander, ce qui d'après Jack
est une forme de défi, la viande, il est encore plus cruel et il lui dit: «Toi, puisque tu n'as pas chassé, tu n'en auras pas». Et évidemment, c'est illogique, c'est vraiment, de l'abus de pouvoir et de la dictature injuste et il dit: «Mais je suis pas le seul à pas avoir chassé, pourquoi il y aurait que moi qui n'aurais pas de viande?» Et il dit: «Bah, parce que c'est comme ça. C'est moi le chef et j'ai tous les droits». Et Simon, on a déjà vu Simon aider les petits à se procurer des fruits. Simon, il est quand même assez bienveillant. C'est peut-être un peu le seul qui a quand même des moments où il fait attention aux autres. Et Simon jette un morceau de viande du côté de Piggy pour qu'il reçoive un bout de viande. Piggy donc se précipite pour récupérer le morceau de viande qu'on a jeté et en même temps les autres se moquent parce que Piggy en est réduit à manger les restes qu'on veut bien lui jeter. Et Simon, ça le met très mal à l'aise. Mais Jack, qui veut réaffirmer son autorité et montrer que c'est lui qui décide, retourne chercher un morceau de viande et dit à Simon: «Toi, tu dois manger». Et Simon reçoit encore un autre morceau de viande qu'il doit manger lui et ne pas donner à Piggy. Ensuite, ils font une espèce de danse primitive ou de jeu de combat où ils miment la mise à mort du cochon. Alors ils décrivent comment ça s'est passé, c'était vraiment horrible, enfin ils l'ont paralysé, ils l'ont roué de coups, enfin ce pauvre cochon, il a été abattu dans des circonstances absolument horribles par la horde d'enfants qui ne savaient pas comment le tuer. Donc ils racontent ce récit, mais en même temps, pour eux, c'est très exaltant. Eux, ils sont fous de joie d'avoir tué ce cochon. Et quand ils racontent ça, ça leur donne envie de revivre la scène et ils se mettent à remimer la mise à mort du cochon. Il y en a un, c'est Maurice de mémoire, qui mime le cochon et les autres font semblant de le tuer et ils sont fous de joie et ça dure un certain temps. Ralph ne se mène pas à ça, il les regarde faire et quand enfin le calme revient, il dit: «Je retourne sur la plaine et on va devoir avoir un meeting. Quand je souffle dans la conque, je veux que tout le monde soit là et même si c'est la nuit, je m'en fous, maintenant il doit y avoir un meeting». Et il part. Donc gros suspense, est-ce que les autres vont le suivre ou pas? Voilà, c'est comme ça que se termine le résumé de ce chapitre 4 de Sa Majesté les Mouches de William Golding. Résumé du chapitre 5 de Sa Majesté des Mouches. Alors ce chapitre, c'est un peu l'échec de la démocratie et c'est aussi la question qui est abordée des croyances irrationnelles. Alors on se rappelle que Goldwyn, dans ce livre, c'est pas tellement un livre d'aventure, mais c'est plutôt une question sur les origines du monde et sur les origines de l'organisation des sociétés humaines. Et là, il va nous montrer un petit peu comment le rationnel et l'irrationnel s'affrontent. Il y a aussi un autre enjeu dans ce chapitre, c'est l'affrontement entre la sauvagerie et la civilisation qui sont incarnées pour le coup par Ralph et Jack qui incarneraient la sauvagerie. Le chapitre il démarre sur Ralph qui est en train de marcher sur une bande de sable et qui commence à réfléchir. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas beaucoup réfléchi et là, ils commencent à réfléchir dans l'abstrait. Ils ne se posent pas des questions concrètes, mais pour la première fois, ils se posent des questions abstraites. Ils se demandent finalement dans quel état ils sont. Il réfléchit à la question de saleté. Il prend conscience qu'il est sale, mais pas que d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue aussi moral. Il se demande qu'est-ce qu'ils font bien et qu'est-ce qu'ils font mal, et il en arrive à la conclusion que c'est plutôt négatif. Alors il prépare son discours. Il essaye de reprendre en main le groupe à travers un discours, à travers les meetings, donc c'est leur réunion, et en proposant quelque chose d'organisé et qui permettra de structurer le groupe. Alors il y a toute une description sur le lieu du meeting. En gros, il y a des touffes d'herbe au milieu, il y a un tronc d'arbre où est assis Ralph, et il y a un tronc d'arbre qui roule, en fait, où sont assis les petits. Et les petits, ils font un peu les fous sur leur tronc d'arbre qui roule. Dans sa réflexion, il y a la place de Piggy qui est importante. Il dit que Piggy, c'est le seul qui arrive à penser, vraiment penser les choses. Il n'attend pas qu'un problème se présente pour chercher comment le résoudre, mais il anticipe et il réfléchit. Et en même temps, paradoxalement, Piggy est le plus inadapté à se faire respecter par les autres. Donc c'est vraiment un gros problème parce que celui qui est le plus capable de penser est le moins capable de transmettre sa pensée aux autres. Donc le meeting démarre dans une ambiance très solennelle. Et tout le monde se demande un peu ce qui se passe. Les petits qui ne savent pas ce qui s'est passé sentent que les autres sont stressés. Et les grands, les chasseurs, se sentent fautifs parce qu'ils ont laissé mourir le feu. Et là, pour la première fois, Ralph propose un discours structuré. Il a des points à apporter au meeting, donc il parle
de questions d'hygiène, de la participation au travail commun. Pour l'hygiène, il demande aux enfants de ne pas faire leurs besoins partout, de ne pas mélanger la nourriture et les excréments. Pour des questions de partage du travail, il fait remarquer que tout le monde dort dans les cabanes et que donc tout le monde doit participer à leur fabrication et que finalement il y a des décisions qui sont prises mais que personne ne s'y tient jamais. Donc c'est un peu une remontrance. Et la remontrance atteint son sommet quand il parle du feu qui est resté éteint alors que le bateau passait et ils ont manqué l'occasion d'être sauvés par la civilisation. Donc évidemment c'est dramatique et il dit le feu doit être plus important que votre vie. Là, c'est vraiment un point essentiel du livre, c'est que le devoir envers le groupe devrait être plus important que la vie individuelle de chacun. Et donc tout ce discours, il a lieu dans plus ou moins de calme et quand même, il fait un peu d'effet. Ensuite, il aborde le dernier point, et alors là, ça va dégénérer. Il aborde le point de la fameuse bête qui fait peur aux enfants. Et il dit, bon, cette peur, il faut en parler. Les monstres n'existent pas, il faut arrêter d'avoir des peurs irrationnelles. Alors, dites-nous ce qui vous fait peur pour qu'une bonne fois pour toutes, on vous prouve que ça n'existe pas. Et là, il y a deux petits qui vont se succéder. Un qui est très sûr de lui, il s'appelle Phil. Il a des problèmes de somnambulisme et puis il raconte qu'une fois il s'est retrouvé debout au milieu de la nuit, loin des cabanes, et qu'il a vu quelque chose dans le noir. Et Simon dit, cette chose dans le noir c'était moi en fait, parce que je vais des fois dans un endroit que j'aime bien. Et alors il se fait violemment réprimer par le groupe parce qu'on ne doit pas sortir la nuit et on ne doit pas vagabonder, ça fait peur aux petits. Et peut-être qu'au fond, c'est leur peur à eux de penser que quelqu'un s'aventure dehors tout seul la nuit. En tout cas, le groupe réprime violemment Simon pour avouer être sorti. Et en même temps, ce qui est dramatique, c'est que celui qui apporte un peu de rationalité et qui dit « il n'y a pas de monstres, ils font peur, c'est juste moi qui me balade la nuit », il se fait complètement, réprimer par le groupe. Ensuite, il y a Percival. Percival, c'est un tout petit qui a très peur et qui, on a déjà vu, les autres lui ont jeté des pierres et il est plus sensible. Et lui, donc ils appellent, ils disent qui a encore peur, donc Percival, et il doit venir parler. Il se met au milieu, là où il y a les hautes herbes. Et il a peur de parler, tout le monde s'énerve, tout le monde le bouscule. Et à la fin, donc on lui demande son nom avec insistance. Et quand il dit enfin son nom, il sort toute une série de choses. Il dit son nom, son prénom, son nom de famille, son adresse. Il s'arrête au numéro de téléphone de ses parents. Et finalement, c'est son rappel à la civilisation. Et ils font en larmes. Et tous les petits se mettent à pleurer parce que ça leur rappelle leur vie d'avant, leur vie civilisée. Et il se rappelle, Ralph, avoir entendu déjà un enfant parler de montre, et c'était le petit qui avait une tache de vin. Et là, il comprend que le petit, il a vraiment été brûlé dans le feu cette nuit-là parce qu'il a disparu et ils l'ont plus jamais revu. Et en fait, il le savait au fond de lui que cet enfant-là avait disparu, mais il y pensait plus. Et soudain, leur barbarie, le fait qu'ils se soucient même pas les uns des autres, lui apparaît crûment et il se sent très mal. Donc pour répondre au petit, il y a plusieurs méthodes. Il y a celle de Jack et il y a celle de Ralph. Jack, il dit, vous avez la frousse, et ben ça c'est la vie. La vie c'est avoir peur. Et moi je m'en fous que vous ayez peur, mais en tout cas il y a une chose que je suis sûre, c'est qu'il n'existe pas de bêtes. Donc vos peurs, c'est votre problème. Ayez peur si vous voulez, mais en tout cas, faites ce qu'on vous demande. Et on s'en fout que vous fassiez des cauchemars la nuit. Ensuite, il y a Piggy qui est un terrien, vient. Et Piggy, il a une position un peu différente. Piggy, il explique que pour lui, les choses sont scientifiques, donc les monstres, ça n'existe pas. Mais par contre, ce qui pourrait être un monstre, ce serait les humains qui seraient éventuellement dangereux pour eux. Alors, je ne sais pas trop s'il veut dire qu'eux-mêmes sont dangereux les uns pour les autres dans leur violence, ce qui est tout à fait possible, parce qu'ensuite, Piggy va s'exprimer par rapport au rôle de chef, donc on reviendra là-dessus. Donc en tout cas, ça devient le bazar. Piggy, encore une fois, insiste sur le fait que celui qui tient la conque a le droit à la parole, mais Jack continue à interrompre Ralph et à bafouer ses droits, interrompre Piggy, pardon, et à bafouer ses droits quand il tient la conque. Donc c'est un peu le bazar, ils se bagarrent un petit peu tous les deux, et puis à la fin, les petits sont complètement perdus, et ils jouent aux chasseurs, et en même temps ils font peur aux petits, et les petits ont des hurlements de terreur, les enfants courent, enfin c'est vraiment le bazar. Et ils se retrouvent à trois, Simon, Piggy et Ralph. Simon, lui à un moment il a dit moi je pense que c'est possible qu'il existe un fantôme, parce que dans le fond on n'en sait rien. Et Ralph lui en veut d'avoir dit ça.
Et Piggy, lui, de son côté, bah, c'est Piggy, et c'est celui qui est toujours un peu rejeté. Et finalement, Ralph, il se retrouve avec ces deux personnes autour de lui, et il trouve qu'il n'est pas entouré des plus forts et des plus importants. Et il dit finalement, je vais renoncer à être chef parce que ce meeting, ça devait être le meeting de la mise au point, de l'organisation. Il attendait beaucoup et c'est là qu'on voit que c'est un peu un genre d'échec de la démocratie. Et il dit au final, ils sont tous en train d'hurler, ils terrorisent les petits, tout le monde crie, ils se bagarrent, ils se jettent les uns sur les autres. Et je vais renoncer au rôle de chef. Mais Piggy, lui, il dit, si tu renonces, c'est moi qui vais en subir les conséquences. Et là, c'est vraiment très, très intéressant comme passage. Piggy, il dit, moi, j'ai été beaucoup malade, alors j'ai eu le temps de penser. Et ce que je sais, c'est que Jack, il te déteste. Donc, il explique à Ralph que Jack le déteste, parce que tu as le pouvoir et que lui ne l'a pas, parce que tu es le seul qui est fort et qui entre en concurrence avec lui. Alors Piggy dit, cette haine qu'il a contre toi, il t'attaquera pas toi, mais il s'en prendra à moi, parce que moi je suis moins fort, et puis il va pas t'attaquer directement parce qu'il craindrait tes foudres, il préférerait s'en prendre à quelqu'un qui est à tes côtés, et ce sera moi. Et Piggy a vraiment peur pour sa vie. Et Ralph lui répond, arrête de dire n'importe quoi, là il t'a attaqué pour te prendre la conque, et vous avez bien réussi à vous battre, et tu vois bien que tu sais te défendre. Mais Piggy, lui, il est réaliste, et il sait bien qu'il est beaucoup moins fort que Jack, et il lui dit, si toi tu n'es plus chef, alors ma vie ne sera plus en sécurité. Si toi tu n'es plus chef, la civilisation complète, en gros, n'existera plus, il n'y aura plus ni démocratie, ni respect, ce sera complètement le bazar, et lui en payera le prix. Il lui rappelle, il lui dit, que penseraient les adultes de notre comportement? On n'est même pas capable de tenir un feu, et si on se comportait comme des adultes, on n'aurait pas cassé mes lunettes, on n'aurait pas peur d'une bête imaginaire. Et finalement, Simon et Piggy semblent les derniers remparts de la civilisation, les derniers à dire, c'est pas possible, on peut pas se laisser aller à la sauvagerie comme ça. Et pendant que Ralph les écoute, il y a le petit Percival qui s'était endormi dans les herbes et qui se remet à faire des cauchemars et qui crie de terreur dans son sommeil. Donc il voit que finalement, les enfants sont en train de basculer dans quelque chose de beaucoup plus sauvage. Ce chapitre, c'est un petit peu l'échec de la civilisation et un retour à la sauvagerie. On voit que William Golding, il a une vision très pessimiste. Il faut savoir que ça a été écrit à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc il avait une vision de l'humanité très négative. Bon, je ne sais pas si tous les gens de cette époque-là avaient cette vision-là, mais en tout cas, lui, ça peut avoir un lien avec sa vision très négative de l'humain, qui au final, s'il est libre de tout, ce qui l'amuse, c'est de tuer, d'effrayer et de crier. Il n'est pas capable de se donner lui-même des limites et des règles, il est incapable de les suivre. Voilà, c'est la fin du résumé du chapitre 5 de Sa Majesté des Mouches de William Golding. Résumé du chapitre 6 de Sa Majesté des Mouches de William Golding. Donc chapitre 6, le monstre de l'air. Ce chapitre, il est un peu longuet, c'est encore des histoires d'exploration, ils partent à la recherche d'un monstre et c'est ça qui occupe un petit peu tout le chapitre. Donc les enfants, ils sont perturbés, surtout les petits, parce que la veille au soir, ils se sont un peu battus dans le noir, ils se sont amusés à faire peur aux petits, et entre autres Percival s'était endormi dans l'herbe. Et il s'est mis à faire des hurlements de cauchemar au pied de Ralph et Simon. Et puis finalement, quand il s'est calmé, ils l'ont ramassé, le petit Percival qui faisait des cauchemars, et ils l'ont mis dans une cabane avec les autres petits. On voit quand même que dans ce chapitre, il commence un petit peu à se soucier des petits. D'ailleurs, c'est le premier chapitre où il y a quelqu'un qui va être assigné pour les surveiller et pour les rassurer, parce que les petits, ils sont de plus en plus terrorisés. Et ce sera Piggy qui sera chargé de surveiller les petits. Ensuite, on remonte sur le sommet de la montagne, où il y a deux petits, qui sont Sam et Eric, les deux petits jumeaux, qui doivent surveiller le feu. Normalement, il y a deux enfants, un qui dort, un qui surveille le feu, mais eux, comme c'est des petits jumeaux, ils s'endorment ensemble, ils se réveillent ensemble, ils font tout ensemble. Et ils s'étaient endormis, et puis ils se réveillent d'un coup paniqués parce qu'ils pensent que le feu est mort. Mais heureusement, ils arrivent à le rallumer. Et ils mettent tout ce qu'ils ont comme bois pour que le feu reparte bien. Et dans le ciel, il y a l'air d'avoir eu une bataille. Donc si on a bien compris, c'est la guerre, et les enfants ont été échoués sur cette île pendant que les adultes sont en train de mener une guerre. Et dans le ciel, il y a tout un tas d'avions qui passent et qui se tirent dessus, mais visiblement ça fait pas de bruit et les enfants les voient pas. Mais il y a quelqu'un
qu'ils appellent un pantin, qui à mon avis est un parachutiste, qui tombe du ciel avec un parachute. Et il est complètement désarticulé, donc il doit être mort, ou alors en tout cas s'il n'est pas mort, il est vraiment pas en bonne santé. Et il tombe sur l'île, suspendu avec tous ses fils et avec la toile de son parachute. Et quand le vent souffle dans son parachute, ça lui fait redresser la tête. Quand le vent s'arrête de souffler, sa tête retombe. Donc ça donne l'impression qu'il se lève et qu'il se baisse. Mais il est complètement désarticulé comme un pantin et il ne bouge pas. Mais nos deux petits jumeaux qui sont remontés qui sont en haut en train de surveiller le feu, ils le voient et ils imaginent que c'est un monstre avec des grandes ailes. Et ils sont terrorisés et ils redescendent dans la vallée. Enfin, c'est pas une vallée, c'est le bord de la plage d'ailleurs. Une fois qu'ils arrivent sur la plage, ils vont directement dans la cabane où il y a Ralph. Ils le réveillent, ils lui racontent. Donc Ralph, Simon et Piggy écoutent cette histoire. Et ils finissent par réveiller tout le monde parce qu'il faut faire un meeting pour parler de ça. Donc ils soufflent pas dans la conque parce que même eux, ils commencent à avoir peur qu'il y ait vraiment quelqu'un et ils veulent pas l'attirer. On voit que le pouvoir se disloque vraiment petit à petit parce que par exemple le passage de la conque est compliqué. Les enfants se l'arrachent des mains, ils n'écoutent pas vraiment. Et finalement, il est quand même décidé qu'ils partent en exploration, mais qu'ils vont aussi allumer le feu sur la montagne, parce que pour Ralph, la priorité, c'est toujours que le feu soit maintenu pour qu'un adulte puisse les trouver. Donc Ralph et Jack partent avec les chasseurs pour voir où serait le monstre, en décidant que après avoir été explorer un dernier coin de falaise où ils sont jamais allés, dans les roches, ils iraient rallumer le feu. Donc Ralph dit que c'est lui qui va y aller, mais au bout d'un moment qu'il est en train de marcher, il trouve derrière lui Jack qui lui a dit « Je vais pas te laisser seul, moi aussi je vais t'accompagner pour qu'on puisse affronter ce monstre ensemble ». Et Jack, lui, il est d'idée de construire un genre de fort où il se mettrait à l'abri du monstre, alors que Ralph, lui, préfère qu'on continue à explorer l'île pour essayer de le trouver et de le tuer. Ensuite, donc ils trouvent rien, ils redescendent, et là les petits, et c'est vraiment la révolution, plus personne veut obéir. Il leur dit qu'il faut remonter pour rallumer le feu sur la montagne, mais plus personne veut y aller. Il y en a qui veulent jouer, il y en a qui veulent manger, il y en a qui veulent dormir. Et Ralph se fâche, il est vraiment furieux. Il dit « Mais est-ce que vous comprenez pas que si on n'allume pas le feu, on ne nous trouvera jamais, on va mourir ici ?» Et finalement, c'est Jack le premier qui descend vers le pont de roche où tout le monde a envie de s'installer. Et donc le chapitre se termine comme ça et on comprend que Ralph n'a pas obtenu gain de cause et que les autres ne sont pas remontés avec lui pour rallumer le feu. Donc ça, c'est peut-être la fin définitive du pouvoir de Jack comme de Ralph comme chef du clan. Voilà pour le résumé du chapitre. On va résumer le chapitre 7 de Sa Majesté des Mouches de William Golding. Le chapitre, il s'appelle « Ombre furtive et grande futaie ». Donc, on se rappelle que dans le chapitre précédent, il y a deux petits qui ont vu ce que eux décrivent comme étant un monstre, mais nous, on sait que c'est un parachutiste qui est tombé d'un avion. Et Jack et Ralph sont partis avec des chasseurs pour essayer de trouver la bête et essayer de la tuer avec leur javelot. Un javelot, c'est un grand morceau de bois qui est aiguisé au bout pour faire un pic un peu comme une lance. Ralph, en même temps qu'il marche, il est absorbé par ses pensées. Soit, par exemple, il rêve de son monde d'avant, il se rappelle des livres, de sa maison, soit il pense à leur saleté repoussante. Et il décrit assez longuement ses cheveux, ses vêtements, ses ongles. Tout est absolument dégoûtant. Lui et les autres sont devenus complètement dégoûtants. Et ce qui l'inquiète encore plus, c'est qu'ils ne sont même pas conscients d'être dégoûtants. Ensuite, à un moment, il y a Simon qui voit que Ralph ne va pas bien et il lui dit « T'inquiète pas, tu rentreras chez toi ». Et Ralph lui répond « On ne peut pas en être sûr ». Mais en tout cas, il continue à communiquer avec Simon et Simon reste un soutien. Il semble vraiment être celui qui, à chaque fois, reste le plus humain dans toutes les situations. Ensuite, il voit les traces du passage d'un sanglier. Donc Jack, évidemment, décide de partir en chasse pour essayer d'attraper ce cochon sauvage. Et puis la bête arrive, alors là je ne comprends pas très bien ce qui se passe, mais en tout cas, Ralph tire avec son javelot, tape le cochon en plein visage, et le cochon manque de renverser Jack qui se retrouve avec une cicatrice, avec une blessure en tout cas. Et là, il va arriver une grosse dispute entre les deux garçons, entre Ralph et Jack, les deux chefs, on va dire, les deux qui ont un tempérament de chef. Ralph est très fier de lui parce qu'il a touché le sanglier et Jack trouve qu'il n'a pas chassé correctement parce que ça n'a servi à rien, que le sanglier est parti et qu'en plus il l'a blessé, qu'il fallait faire un cercle, etc.
Et Ralph se rappelle, il entend la voix de Piggy dans sa tête. Il se rappelle de Piggy qui lui disait Jack te déteste. Et alors il lui dit mais pourquoi tu me détestes? Et tout le monde est très gêné de cette parole. Parce qu'en fait les enfants ils se bagarrent, ils ont beaucoup de disputes entre eux mais ils verbalisent pas beaucoup, ils parlent pas beaucoup de leurs sentiments et certainement pas de leurs disputes. Et du coup tout le monde se sent un petit peu gêné de cette remarque. Et ensuite, il va se produire quelque chose d'assez compliqué, qui doit avoir certainement une valeur symbolique. Je laisserai chacun l'interpréter à sa façon. Je vais juste résumer ce qui se passe dans le livre. Les enfants se mettent à mimer la chasse. Ils l'avaient déjà fait dans un chapitre précédent. Ils font semblant qu'ils sont en train de chasser et l'un d'entre eux joue le rôle du cochon. Et là, Robert, de lui-même, joue le rôle du cochon et les autres enfants se mettent à le frapper. Mais ils sont pris d'une sorte de frénésie. Ils participent tous vraiment comme des sauvages à cette bagarre et ils veulent tous toucher le cochon, le pincer, le taper. Et au bout d'un moment, ben, l'enfant qui joue le cochon, c'est Robert, se fâche et leur dit d'arrêter, mais ils sont tous contre lui et voilà, ils lui tirent les cheveux. Enfin bon, c'est vraiment, les enfants deviennent complètement sauvages. Et puis d'un coup, ils s'arrêtent, ils chantent en même temps des chants guerriers qu'ils ont inventés eux-mêmes. Et puis même Roger, lui-même aussi, ne s'en offusque pas. Il dit juste, il faut pas exagérer, mais il en rit. Et les enfants, entre eux, se regardent et se demandent s'ils ils instaureraient pas une sorte de rituel. Donc ils disent, c'est génial ce jeu, mais il nous faudrait des tambours, il nous faudrait un feu. Et le rituel de la chasse, pour eux, devrait devenir un jeu. Mais je pense que c'est au-delà du jeu, c'est vraiment un rituel, quelque chose de presque religieux. Ce serait quelque chose qu'ils voudraient instaurer pour eux. Et en même temps, ils disent, oui, mais il nous faudrait un vrai cochon pour ce rituel. Et ça, c'est Robert qui dit ça, parce que lui, je pense qu'il a réalisé que d'avoir le rôle de celui qui se fait tuer, c'est pas rigolo. Et ils disent, oui, mais on peut pas toujours avoir un vrai cochon. Et Jack dit, ou alors on pourrait prendre un petit. Et Ralph le regarde un peu interloqué, et les autres aussi. Et la question se pose vraiment, à mon avis, du sacrifice humain. Alors ça paraît peut-être un peu violent, je ne sais pas si c'est vraiment jusque-là qu'il voulait aller, si c'est vraiment la question que pose William Golding dans son livre, mais en tout cas, ils en arrivent à un point de sauvagerie où pour eux, bah, pourquoi pas tuer un petit pour s'amuser, la question se pose en tout cas. Et évidemment, c'est Jack qui pose cette question-là. Ensuite, il y a encore tout un tas de parlementations, parce qu'ils se demandent est-ce qu'on continue à chasser la bête, est-ce qu'on remonte à allumer le feu. Et finalement, le plus important dans toutes ces conversations, c'est que Jack, à chaque fois, défie Ralph. Il lui dit, bah alors quoi, est-ce que tu as peur de la bête? Est-ce que tu as peur de la nuit? Et Ralph, à chaque fois, il n'a pas vraiment peur. Et il dit non, c'est pas ça, c'est que simplement il fait nuit et qu'est-ce qu'on pourrait faire face à la bête? De toute façon, on pourrait quand même pas la tuer. Ou alors, dans la nuit, monter, escalader la montagne de nuit. Il dit de toute façon, quand on arriverait en haut, on n'aurait pas les lunettes pour allumer le feu. Enfin bon, de toute façon, Ralph n'a pas vraiment peur et il se sent un petit peu obligé de toujours ne pas faire moins que Jack, en tout cas. Quand Jack le défie, il se sent obligé chaque fois de relever le défi. Donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'il est décidé que Simon part, et Simon part rapidement et tout seul. Simon, il semble être celui quand même que cette vie de groupe et de sauvage, allez, satisfait le moins. Il dit, moi je repars tout seul, ça m'inquiète pas, moi j'ai pas peur de traverser toute l'île en pleine nuit. Je vais moi prévenir Piggy que vous reviendrez plus tard avec les chasseurs, et comme ça, il s'inquiète pas tout seul avec les petits. Les chasseurs continuent à avancer, mais au bout d'un moment, les chasseurs eux-mêmes ont peur et veulent faire demi-tour. Il ne reste plus que Jack et Ralph qui continuent avec une personne, et je crois de mémoire que c'est Roger, qui continue avec eux. Donc ils continuent à trois à essayer de rejoindre le sommet de la montagne pour voir où est la bête, et éventuellement aussi pour rallumer le feu. Et puis à un moment, Ralph en a marre, il dit ça suffit, c'est dangereux, on se fait mal, il faut s'arrêter. Donc lui s'arrête, Jack continue, un peu aussi dans une ambiance de défi comme ça, de voir qui sera le dernier à s'arrêter. Et au bout d'un moment, Jack qui était parti revient en courant, c'est pleine nuit, il se voit à peine, ils sont du côté brûlé, il y a plein de cendres, enfin c'est vraiment dans des conditions, ils se sont blessés. Et Jack revient en courant et paniqué parce qu'il a vu une bête qui enfle. Alors nous, on suppose bien que c'est le parachute du parachutiste qui se gonfle avec le vent. Et lui, il dit, mais une bête, ça ne peut pas enfler, ça n'existe pas. Roger dit, bah si, une grenouille, par exemple, ça enfle. Oui, mais pas de cette taille-là. Enfin bon, ils parlementent encore. Ils sont persuadés qu'il y a une bête qui est en haut de la montagne.
Et cette fois, c'est Ralph qui prend les devants et qui dit: «Bon, allez, on y va, on va aller la voir cette bête, on verra bien ce que c'est». Et quand ils arrivent en haut, ils trouvent effectivement quelque chose qui gonfle et qui se dégonfle. Donc à mon avis, à mon très fort avis, ça doit être les voiles du parachute. Et en tout cas, ils sont complètement paniqués et ils s'enfuient tous les trois en courant, ils dévalent la montagne. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. Résumé du chapitre 8 de Sa Majesté des Mouches. Donc le chapitre démarre par une conversation entre Piggy et Ralph. Ralph est revenu de leur escapade à la recherche du monstre et il affirme qu'ils ont effectivement vu le monstre. Et ils sont tous les deux d'accord sur le fait qu'on ne peut pas affronter le monstre parce qu'ils supposent qu'il va être beaucoup plus fort que eux et ils se disent que même Jack ne serait pas en capacité de vaincre le monstre. Ensuite, on assiste à une sorte de tentative de coup d'État. Un coup d'État, c'est quand l'armée prend le pouvoir sur le gouvernement, en fait, et se constitue en gouvernement à la place du gouvernement. Et donc, je trouve qu'on dirait vraiment un coup d'État, parce que Jack, c'est lui le responsable de l'armée, c'est lui qui a la force de frappe, et il intervient en prenant de force la conque et en décidant de parler. Ralph est assez sage, finalement, il le laisse parler. Et donc Jack dit que Ralph n'est pas un vrai chef, qu'il doit toujours consulter Piggy. Il dit: «Je suis plus fort que toi, c'est moi qui suis allé tout seul pour me confronter au monstre». Après, Ralph s'oppose quand même un peu. Il dit que lui aussi, il était venu et que finalement, ils ont fui tous les deux ensemble. Mais Jack répond: «Quoi? Moi, je suis pas un froussard», etc. Donc cette confrontation a lieu devant tout le monde parce que ça se passe pendant leur conseil, là, sur le plateau. Et Jack termine en disant: «Alors on va faire un vote. Qui veut que je sois chef à la place de Ralph?» Donc là, ça ressemble plutôt à une forme de référendum ou alors de vote plus ou moins démocratique. Mais ce qui se passe, c'est que personne ne veut de Jack comme chef. Parce que l'air de rien, quand même, ce garçon qui est très agressif fait peur. Et les petits, comme ces chasseurs, redoutent son autorité et n'ont pas forcément envie de se retrouver sous l'autorité de Jack. Donc Jack se fâche, prend la mouche et s'enfuit dans la forêt. Là, on voit que Ralph et Piggy se rapprochent. C'est-à-dire que finalement, au début, Ralph, il méprisait un petit peu Piggy avec son asthme qu'il appelait de l'asticot, avec tous ses problèmes de santé. Et finalement, Ralph, maintenant, il a gagné en sagesse et il se rend compte que Piggy est une personne avisée avec qui on peut parler pour avoir des conseils. Et effectivement, Piggy lui rend bien parce qu'il donne de bons conseils. Au début, il commence par s'inquiéter, Ralph, du feu qui s'éteint. Ça sera toujours sa préoccupation dans tout le livre. Ralph a le souci d'entretenir le feu parce que pour lui, sans feu sur l'île, ils n'ont aucune chance d'être secourus. Et Piggy lui apporte une solution toute bête. Il dit: bah, simplement, on peut faire le feu sur la plage s'il y a le monstre dans la montagne et qu'on a trop peur pour retourner près du feu. On n'a qu'à laisser mourir ce feu qui est là-haut et en faire un nouveau sur la plage. Et ça rend tout le monde assez heureux parce qu'il y a quand même les petits. Alors les petits, on dirait presque des animaux. Ils n'ont pas vraiment de nom. On les appelle les petits tout le temps. Ils pleurent de peur, ils sont malheureux, ils reniflent. Enfin bon, c'est des petits mioches tout malheureux. Mais le fait de mettre le feu à côté de la piscine, ça les réconforte parce que alors ils sont dans un territoire connu et ils sont pleins d'angoisse, ces petits gamins que personne console, à qui personne n'explique rien. Et on voit que finalement, c'est des enfants qui ont quand même du mal à parler. Ils se parlent pas beaucoup. Il y a Ralph et Piggy qui dialoguent un petit peu, mais sinon, il y a Jack qui aboie des ordres, mais qui est pas vraiment dans la conversation. Les petits, personne ne leur parle. Simon, il a du mal à parler, il bégaye, il est un petit peu perdu. Finalement, il n'y a pas grand monde qui se parle là-dedans. Donc ils réussissent à allumer le feu. Piggy, qui est le porteur de sa lunette, à qui il reste un seul verre, de lui-même allume le feu. C'est la première fois qu'il ne faut pas s'en prendre violemment à lui pour lui piquer ses lunettes pour allumer le feu. Et Ralph semble un peu abattu. Il demande comment ils vont faire pour entretenir le feu. Et Piggy, il lui demande plusieurs fois Ralph demande plusieurs fois à Piggy de faire la liste pour faire des tours de rôle. Et il commence à réaliser que finalement, beaucoup d'enfants sont déjà partis. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis dans la forêt et qu'ils ont rejoint Jack. Et il y a aussi Simon qui a disparu, mais lui, Simon, il a dit qu'il partait à la recherche du feu. Et les enfants disent encore il est toqué. Simon, c'est celui qui a le plus de sensibilité, et on va voir à la fin du chapitre que
il est aussi un petit peu déboussolé, mais c'est quand même celui qui a le plus de cœur. Et on a l'impression que pour Goldwyn, avoir du cœur ou de la sensibilité, c'est être inadapté. Parce que toutes les personnes qui sont soit intelligentes comme Piggy, soit sensibles comme Simon, il en fait quand même des personnages qui se font complètement détruire par les autres. Goldwyn, bon, moi je suis pas du tout fan de ce livre, hein, je le lis parce que j'ai commencé, je me dis que je vais le terminer, mais il a une vision terriblement noire, quoi. Les enfants sont méchants entre eux, ils ont jamais de dialogue, ou très très peu, dans lesquels ils sont réconfortants ou bienveillants. Il part vraiment du principe que l'homme, si on le laisse à l'état sauvage, il n'y a vraiment rien de bon à en tirer, en tout cas jusque-là. Ensuite, ça traîne un petit peu en longueur. Il y a en gros Jack et ses chasseurs qui décident de repartir à la chasse et qui tuent une truite. Une truie, pardon, pas une truite. Une truie, c'est la femelle du cochon, qui n'a rien à voir avec une truite qui est un poisson. Donc ils partent à la recherche d'une truie et là c'est vraiment la cruauté elle est racontée dans toute sa laideur. Donc ils choisissent une femelle qui allait avec des petits porcelets, ils s'en prennent à elle, les petits porcelets s'enfuient, c'est horrible, ils lui jettent des pieux de partout, elle saigne, elle s'enfonce les pieux dans le corps. Les enfants courent derrière, lui tapent dessus, lui montent dessus, finissent par la tuer, se barbouillent de sang. Enfin, c'est vraiment la chasse, elle est racontée de façon absolument dégoûtante. Les enfants sont sales, crasseux, cruels, assoiffés de violence. Les enfants adorent la violence, comme dans beaucoup de passages du livre. Il nous décrit la chasse comme un moment dans lequel les enfants ont énormément de plaisir et plus aucune sensibilité. Donc à la fin, le cochon est mort, la truie est morte, les enfants se marrent bien, ils racontent comment ils l'ont tué, encore une fois. Ils découpent la tête et ils la piquent sur un pieu. Un pieu, c'est un grand bâton. Et cette tête piquée sur un pieu, elle va devenir le titre du livre. Ils vont l'appeler Sa Majesté des Mouches. En fait, c'est pas eux qui vont l'appeler, c'est un autre personnage, c'est Simon, qui apparemment a participé à la chasse quand même, alors qu'on pensait qu'il était parti pour voir le feu tout là-haut, et qui reste planté devant la tête qui est empalée sur le pieu. Et il prête des paroles à cette tête. C'est là qu'on voit que donc Simon, le seul personnage avec un petit peu de sensibilité et de cœur, est en train de perdre la raison. Il a l'impression que la tête lui parle, et la tête lui dit «T'es pas normal, va jouer avec les autres». Et la tête finit par se fâcher, le menacer, lui dit «Obéis-moi, va jouer avec les autres enfants». Et la tête le renvoie. Et donc de retour dans le plateau, enfin en bas, vers la plage, il y a toujours Ralph et Piggy qui dialoguent. Et ils se posent la question ils rentrent plus dans des confidences. Là, c'est peut-être un moment où il y a un petit peu de communication entre eux. Et Ralph dit qu'il s'inquiète. Il s'inquiète que personne ne se soucie du feu. Et il dit qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pour sauver notre vie qu'on doit entretenir le feu? Et à ce moment-là, attaque de sauvages. Maintenant, il les appelle les sauvages. C'est ceux qui sont partis avec Jack et donc son armée, arrivent et prennent des branches. Et en même temps qu'ils attaquent pour prendre les branches, ils font une déclaration. Jack dit on a plein de viande et on organise un festin en haut. Ceux qui veulent sont invités pour manger le festin et rejoindre notre bande, mais en même temps on va choisir qui on accepte ou pas. Et ils repartent comme ça, comme des sauvages avec le feu volé. Et quand ils sont partis, ils se rassurent avec leur sorte de démocratie. Il ne s'est pas appelé comme ça, mais ils se retrouvent avec leurs conseils, ils reprennent la conque dans les mains. Et les petits, ça les rassure de retrouver un petit peu tous ces rituels. Et donc, ils parlent et ils décident. Enfin, en tout cas, c'est Ralph qui décide ou qui demande aux autres de continuer à entretenir le feu parce que c'est le plus important. Et il a du mal à faire un discours cohérent. Il y a 2 fois où il tombe en panne et c'est Piggy qui doit compléter ses phrases. Mais en tout cas, il y a quand même une idée derrière, c'est que les sauvages s'amusent bien, que lui aussi voudrait bien s'amuser, mais qu'il a le sens du devoir. Avec ses mots d'enfant, c'est ce qu'il dit. Et que leur devoir, c'est d'entretenir le feu pour espérer être sauvé un jour. Et Piggy insiste souvent sur l'idée qu'il faut se comporter comme des adultes. Parce que pour eux, les adultes, c'est les gens civilisés. Et le chapitre se termine encore avec un petit duo, mais un duo intérieur, donc avec Simon qui perd la raison et qui écoute la tête imaginaire de la truie, enfin la tête réelle de la truie
plantée sur le pieu qui lui parle dans son imagination et il prête une voix à cette truie et il imagine qu'elle lui donne des ordres et qu'elle lui parle. C'est comme ça que se termine ce chapitre 8. On va résumer le chapitre 9 de Sa Majesté des Mouches. Le nom de ce chapitre, c'est Aspect d'une mort. Donc au début du chapitre, on est de nouveau auprès de Simon. On se rappelle que Simon, il était resté en face de la tête de truie qui est plantée sur un épieu et qu'il a appelé Sa Majesté des Mouches. Donc Simon, il perd un petit peu la raison et il prête à cette tête un petit peu des pouvoirs magiques, presque des pouvoirs mystiques. Il y a une description qui est assez dégoûtante. Il y a des mouches partout, les mouches mangent le cochon. Chaque fois qu'il bouge, il y a un nuage de mouches qui se soulève. Et Simon reste en face de cette espèce de spectacle dégoûtant. Au bout d'un moment, il a le nez qui saigne et il finit enfin par se mettre en route et à partir. Il marche très laborieusement, c'est-à-dire très difficilement à travers la forêt, et il se rapproche de ce que les autres enfants appellent le monstre. On se rappelle que le monstre, c'est en fait un parachutiste qui est tombé, et la voile de parachute est toujours attachée à son dos, et donc quand le vent s'engouffre dans la voile du parachute, ça relève le corps, et du coup les enfants ont l'impression que le corps bouge. Mais Simon, même si c'est l'enfant que tout le monde trouve un peu toqué, c'est leur mot pour dire qu'il est un peu bizarre, il imagine que Sa Majesté des Mouches, la tête de cochon parle, mais c'est quand même l'enfant qui est le plus intelligent et le plus rationnel, quand il ne délire pas évidemment. Et lui, donc, il réalise qu'en fait, c'est simplement un corps qui est attaché au bout d'un parachute. Donc, il réussit à détacher les branches qui sont agrippées autour de ce corps et autour du parachute, et il délivre le corps mort du parachutiste de sa prison, quoi. Simon, qui a retrouvé tout à fait ses esprits, après avoir détaché le corps, décide d'aller voir les autres enfants pour leur expliquer qu'il n'y a pas de monstre, mais qu'il s'agit simplement d'un corps qui était attaché à un parachute. Ensuite, l'histoire retourne auprès de Piggy et Ralph. Donc eux, ils sont en train de se baigner, et pour la première fois, Piggy se défend, parce que Ralph lui jette de l'eau dessus, et Piggy dit « Attends, quand mon verre est mouillé, je dois sortir de l'eau pour l'essuyer, parce que sinon je vois rien, alors arrête de m'arroser. » Et Ralph se moque de lui, et cette fois, Piggy se révolte et lui jette de l'eau. Piggy aussi, il en a marre, il dit qu'il voudrait rentrer chez lui, il n'en peut plus de vivre sur cette île. Et ils ont un autre souci, c'est qu'il y a un orage qui va éclater. Dans tout le chapitre, on nous parle de cet orage qui va éclater, et il éclatera à la fin du chapitre. On peut dire aussi, si on cherche des métaphores, que l'orage, c'est un petit peu l'ambiance de tout ce chapitre. C'est imminent, on sait que ça va craquer, l'orage va tomber, et il tombera à la fin. Et la violence aussi des enfants est sous-jacente. On voit que tous les enfants sont énervés. Même Piggy se met à se défendre, alors que Piggy, pourtant, il était plutôt mou. Les enfants sont tous sur les nerfs, prêts à exploser. Et effectivement, à la fin du chapitre, il va y avoir un drame. Donc Jack et Piggy se rendent compte que tous les enfants ont disparu, parce que tous les enfants sont partis dans la montagne, de l'autre côté de l'île, là où Jack a dit qu'il allait faire un festin. Et Ralph finit, c'est Piggy en premier qui dit « On devrait peut-être aller voir ce qui se passe pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème ». Ralph semble désapprouver, mais ils se mettent quand même en route tous les deux pour aller rejoindre le festin. Donc quand ils arrivent auprès des autres enfants, tout le monde est là, tout le monde mange, tout le monde rigole. Eux entendent le bruit avant d'arriver. Ils s'approchent tout doucement. Tout le monde se tait. Et là, il y a Jack qui va prendre un rôle très particulier. Parce que Jack, il est assis au milieu, comme une idole, comme un dieu sur terre. Les autres lui apportent des fruits, de l'eau, cuisent la viande. Et lui, il mange comme ça. Et tout le monde est tourné autour de lui. Et Jack, il a toujours un pieu dans la main. Donc un pieu, on se rappelle que c'est un grand bâton taillé au bout pour pouvoir piquer. Donc il est toujours avec son pieu dans la main et il les regarde et c'est le silence. Et finalement, il y a un cuisinier qui passe et qui brûle Piggy parce qu'il a dans ses mains de la viande brûlante qui vient de sortir du feu. Et encore une fois, Piggy a mal, il crie et tout le monde rigole. Et c'est le malheur de Piggy qui rassemble tous les enfants. C'est encore une vision très très noire de l'humanité. William Golding, il considère que pour que les enfants puissent fusionner entre eux et se réconcilier, il y a besoin d'avoir un bouc émissaire.
Donc après ce moment d'apaisement général, au détriment du pauvre Piggy, Jack décide qu'on leur donne à manger. Donc il ordonne à ceux qu'ils appellent les cuisiniers, donc les enfants qui cuisent la viande, de donner à manger à Ralph et Piggy. Et il leur apporte des très bons morceaux de viande. Et c'est là qu'on voit, je ne sais pas s'il est intelligent, mais en tout cas que Jack a un certain instinct du pouvoir. C'est un enfant féroce, cruel, mais qui sait gérer les troupes. Et on va voir que jusqu'à la fin du chapitre, c'est lui qui va dominer les autres enfants et qui va les gérer. Il dit qui est-ce qui a encore envie de manger, qui est-ce qui n'a pas terminé. Et en fait, il a soif de pouvoir et il est celui qui autorise ou qui n'autorise pas les autres enfants à manger. Et en même temps, il réaffirme son pouvoir aux yeux de Ralph et de Piggy parce que eux, ils ont encore faim, mais il montre bien que c'est lui qui décide quand est-ce qu'on arrête de manger. Ensuite, il siffle un genre de rassemblement et les enfants se mettent en ligne comme à l'armée devant lui, sauf Ralph et Piggy. Donc Ralph essaye à un moment de se rebeller. Il dit c'est moi le chef. Mais on voit bien que dans les faits, personne ne l'écoute et tout le monde attend les ordres de Jack. Jack lui répond dans cette partie de l'île, c'est moi qui suis le chef. Ici, t'as pas la conque. Même si tu sonnes l'appel, on t'entendra pas. Donc ici, tu n'es pas le chef. Et Jack enchaîne immédiatement, il perd pas de temps à parlementer, il enchaîne immédiatement à dire aux enfants, allez, on va faire une danse. Et on a toujours l'orage qui devait tomber, les éclairs dans le ciel, les petits ont peur, les pauvres petits, depuis le début du livre, ils ont tout le temps peur, ils sont toujours en train de chougner. Et il fait danser tout le monde. Et les enfants, leur danse, c'est une espèce de danse un peu primitive dans laquelle ils imitent la chasse. Et ils se mettent à crier qu'on l'égorge, qu'on le saigne. Ils font semblant qu'il y a un cochon à tuer. Et ils dansent comme ça, comme des fous. Ils aiment taper, etc. À un moment, c'est Roger qui fait semblant d'être le cochon. Et puis après, c'est plus lui. Après, grosse frayeur, on a tous très peur pour un petit enfant, parce que les éclairs dans le ciel leur font peur, et les petits font une ronde à côté pendant que les grands jouent à la guerre. Et pendant qu'il y a un orage qui éclate, un éclair dans le ciel, il y a un petit qui est terrorisé et qui se précipite au milieu des grands parce qu'il recherche de la protection. Mais quand il se retrouve à l'intérieur du cercle, les grands, ils sont tellement excités, ils font tellement les fous, ils s'amusent à frapper, qu'on se demande s'ils vont pas tuer le petit qui se précipite au milieu du cercle. Mais heureusement pour le petit, il y a une autre proie qui arrive. Et c'est Simon qui descend de la montagne, et donc il a été détaché le cadavre, et il arrive pour pouvoir leur expliquer qu'il n'y a pas de monstre dans la montagne, que c'était simplement le corps d'un parachutiste qui était en décomposition et qui était malmené par le vent à chaque fois que le vent s'engouffrait dans la toile du parachute. Mais ils ne le laissent pas parler, ils se mettent à le frapper, parce qu'eux, ils sont en train de danser leur danse de sauvage, là, en jouant qui tue un cochon, et ils se mettent à frapper Simon comme s'il était l'animal. Et ils le frappent de plus en plus, ils le mordent, ils le griffent, enfin bon, c'est vraiment, on se croirait dans un film d'horreur. Et il lynche carrément ce pauvre garçon, il le tue au milieu du cercle. Et donc quand il est complètement mort et qu'il est immobile, les autres arrêtent enfin de le taper, le griffer, le mordre, etc. et se dispersent. On ne dit rien dans ce chapitre de l'effet que ça peut leur faire de réaliser qu'ils ont tué quelqu'un. Donc William Golding ne s'étend pas sur cette question-là. Ensuite, il décrit longuement le paysage, la mer qui monte. Honnêtement, j'ai abrégé un peu parce que ça traînait un petit peu en longueur. S'il y a des fans de littérature, alors c'est un livre anglais, peut-être qu'en anglais c'est plus beau. Moi, j'ai pas été très sensible à ce passage du livre, pas du tout. Donc, il décrit la mer qui monte, qui recouvre le corps de Simon, avec la marée montante, des petits animaux qui viennent autour de lui, des animaux marins. Des tout petits insectes, quoi, pas des baleines, des tout petits insectes qui l'entourent et le corps qui disparaît dans l'eau. Il raconte aussi donc l'orage et il raconte le cadavre du pilote qui avait sauté, le parachutiste, qui maintenant se fait trimballer par le vent parce qu'il n'est plus attaché dans ses buissons. On se rappelle que Simon l'a détaché. Et on voit passer le parachutiste, le parachute avec le corps qui traîne au bout du parachute, qui s'envole et qui part au loin dans la mer. Donc voilà, c'est comme ça que se termine la lecture de ce chapitre, avec 2 morts, le petit Simon qui s'est fait tuer par les autres enfants et la mer monte dessus, et le corps du parachutiste qui est emporté par le vent et qui part au large dans la mer. C'est vraiment très très spécial comme livre, hein. On se demande pourquoi il a écrit ça et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc c'est après la Seconde Guerre mondiale, l'humain a fait des choses absolument horribles et William Golding semble avoir une vision très pessimiste de l'humain qui n'est portée que vers le mal.
En même temps, c'est une société qui n'existe pas vraiment. Peut-être qu'il a choisi de prendre des enfants pour raconter les premiers hommes et l'émergence de la vie en communauté, comment est-ce que l'humain a pu se forger, et qu'il imagine que ça s'est fait dans une telle sauvagerie. En même temps, la civilisation, qui est un petit peu idéalisée, parce qu'il dit toujours qu'auraient fait les adultes auraient empêché les enfants de se battre, mais elle est complètement absente. Il n'y a pas de civilisation. Même s'il y a parfois un petit peu de pouvoir, un petit peu de démocratie ou de vote, c'est toujours le bazar, c'est toujours inaccessible, il n'y a pas de communication, les enfants ne se parlent pas, les mots sont vraiment absents, il y a juste un tout petit peu de communication entre Ralph et Piggy, mais il n'y a pas le langage qui est quand même censé être ce qui permet d'élever des enfants et ce qui permet de communiquer entre nous. Et l'absence de langage, c'est quand même quelque chose d'assez frappant, parce qu'ils se disent jamais, l'enfant par exemple se fait tuer, et lui il essaye de dire le monstre dans la montagne, il renvoie pas, par exemple, j'ai mal, attention, vous allez me tuer, il essaye pas de leur parler d'humain à humain, ils deviennent plus que des espèces de petits monstres. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'intelligence, ils sont plus que des bâtons, des dents, des griffes. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment des animaux dans le sens péjoratif du terme, parce que les animaux ne s'entretuent pas de façon si sauvage. Enfin voilà, c'est une vision vraiment très noire, et c'est comme ça que se termine ce chapitre 9. On va résumer le chapitre 10 de Sa Majesté des Mouches de William Golding. Au début de ce chapitre, les enfants sont revenus vers le plateau. Donc le plateau, ça reste un petit peu le lieu de la civilisation, avec leurs troncs, avec les cabanes, avec maintenant le nouveau feu qu'ils ont déplacé, et c'est le lieu où ils continuent à parler et à réfléchir. Mais Piggy et Ralph parlent, et ils sont tous les deux bouleversés par ce qui vient de se passer. On rappelle que dans le chapitre précédent, les enfants, en dansant, ont tué Simon. Ils l'ont frappé et son corps a été jeté à la mer. Donc Ralph est bouleversé et Piggy essaye un petit peu de l'aider à retrouver ses esprits, de le consoler plus ou moins. Et en même temps, la stratégie de Piggy, c'est un peu l'évitement de la réalité. Piggy lui dit « Oh, on n'a pas vraiment participé, déjà moi j'étais loin, j'étais pas dans la danse, et en plus toi tu n'étais pas dans le cercle de ceux qui ont tué Simon, tu n'as pas participé à le frapper pour le tuer. » Mais c'est pas vraiment vrai, et Ralph dit lui-même « Moi aussi j'étais dans la danse, j'étais pris dans l'excitation et j'ai participé aussi à tabasser ce petit garçon qui en est mort. » Ensuite, il y a Eric et Sam qui arrivent, c'est les jumeaux. Et eux, ils ont la même stratégie d'évitement face à l'horreur. Ils disent « Ah, nous on est partis avant la fin de la danse, on ne sait pas ce qui s'est passé à la fin, qu'est-ce que vous avez fait ?» Alors qu'en réalité, on comprend plus tard qu'eux aussi étaient présents dans le noir et eux aussi étaient là pendant la danse. Ensuite, ils posent la question encore du feu. Ils sont plus que 4. Piggy ne peut pas aller chercher de bois parce que sinon il fait une crise d'asthme. Et ils veulent entretenir le feu 24 heures sur 24 pour signaler leur présence à un avion, comme ils l'espèrent depuis le début. Mais c'est pas réalisable et ils sont épuisés. Ils disent on peut plus aller chercher du bois. On peut pas, même si on est 2 groupes de 2, aller chercher du bois 12 heures par jour, c'est trop. Donc pendant ce temps, on va voir les autres enfants qui se sont détachés avec Jacques et qui s'appellent entre eux les sauvages. Donc pour l'instant, William Golding, il a un peu clivé dans ce chapitre. D'un côté, il y a ceux qui continuent à être civilisés et de l'autre, il y a ceux qui sont des sauvages. Et ils continuent dans la barbarie. Ils ont ligoté un enfant. Et il y a la question de l'autoritarisme parce que c'est Jack qui a décidé tout seul de ligoter un enfant. Donc il est attaché depuis des heures et il n'a pas dit aux autres pourquoi il avait ligoté cet enfant-là et il a décidé qu'ils allaient frapper cet enfant, qu'ils allaient le battre. Donc cet enfant est attaché sur un poteau et il attend. Et les autres acceptent tous ça sans savoir pourquoi Jack a demandé à ce que cet enfant-là soit battu. Donc on a le personnage de Roger qui revient et c'est à lui qu'on explique ça. Et en même temps, ils ont fait des leviers, des systèmes de leviers en dessous des rochers pour pouvoir jeter des rochers si quelqu'un essayait d'escalader pour venir vers eux. Donc après, l'enfant qui a été battu s'appelle Wilfred et ils font un genre de petite réunion avec Jack qui préside cette nouvelle réunion. Et quand quelqu'un pose une question, Jack répond de façon toujours très autoritaire. Donc Wilfred a été battu, il est dans un coin, il renifle ses larmes et il pense ses plaies. D'ailleurs, les enfants sont tous dans un état physique, ils sont tous égratignés, mais enfin ils sont tous blessés, ils ont des plaies, ils ont mal partout, enfin ils sont dans un état déplorable, tous ces gamins. Et donc Jack décide une expédition pour repartir chasser. Et suite aux objections de quelqu'un qui lui fait remarquer que quand bien même ils rapporteraient de la viande, ils n'auront pas de quoi la cuire parce qu'ils n'ont pas la lunette de Ralph pour allumer le feu,
Ils en ont déjà cassé une, hein, il n'y a plus qu'un verre dans ses lunettes pour Piggy. Donc Jack décide que tout le monde se couche et que lui aille avec Roger et quelqu'un d'autre, je ne sais plus, Maurice je pense, pour aller faire une expédition pour voler le verre de lunettes de Piggy. Donc sur le plateau, on repascule de l'autre côté, sur le plateau du côté civilisé, ils s'endorment, ils ont fini par accepter de s'endormir sans feu, les petits dorment, eux rentrent dans leur cabane, donc il y a Eric et Sam, il y a Piggy et Ralph. Donc ils discutent un petit peu et puis ils finissent par s'endormir, mais ils ont peur, ils veulent tous rentrer chez eux, ils sont choqués par les actes de barbarie qu'ils sont en train de commettre sur cette île, et ils ont peur. Et ils continuent à avoir peur du monstre, parce que le seul qui savait que le monstre n'était qu'un cadavre d'aviateur, c'était Simon. Mais Simon, ils l'ont tué sans l'écouter. Donc finalement, ils continuent tous à croire au monstre. Les sauvages aussi, ils pensent même que le monstre change de forme. Et pendant qu'ils réfléchissent à ça, William Golding dit, est-ce que ce ne serait pas des réflexions théologiques? Ça veut dire, est-ce qu'ils ne s'interrogent pas sur les croyances religieuses? Bon, c'est un peu abusif, c'est juste des gamins qui ont peur et qui s'inventent n'importe quoi. Mais peut-être que c'est la vision de William Golding qui considère aussi que finalement les religions seraient aussi des gens qui, face à leur peur, ont inventé n'importe quoi. C'est une hypothèse. Après, évidemment, la théologie, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, mais peut-être que lui considère que c'est ça qui en serait l'origine. Donc, et ensuite, c'est l'attaque. Donc, les enfants, déjà, ils ont peur dans leur cabane, ils dorment mal, ils font des cauchemars, et puis ils sont attaqués donc par Jack, Maurice et Roger, qui rentrent dans la cabane pour voler les lunettes de Piggy. Donc, ils se bagarrent tous, enfin, c'est une catastrophe, ils se mordent les doigts, ils se mettent des coups de genoux. D'ailleurs, le coup de genou, ce qui est assez drôle, c'est que ça plie en deux Ralph de douleur, et qu'à la fin, Eric dit, il y en a un que j'ai bien eu, je lui ai filé un coup de genou bien placé, et évidemment, c'est un peu drôle, parce que ce n'est pas son adversaire, mais c'est son coéquipier qui l'a frappé. En tout cas, les enfants se battent horriblement dans cette cabane. Les petits se réveillent, donc quand les méchants sont partis, enfin les sauvages sont partis, ils disent aux petits, allez vous rendormir, c'est rien. On voit qu'ils regardent quand même un petit chouïa de communication, ils disent quand même aux petits de retourner dormir, il y a quand même encore un peu de verbalisation, ils parlent quand même aux petits pour les rassurer. Et puis, ils sortent Piggy de la cabane parce qu'il est en crise. Il l'adosse contre un arbre, la cabane est effondrée, et Piggy demande « Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant ?» Parce que Piggy, ils lui ont volé son deuxième verre de lunettes, et Piggy déjà ne voyait presque rien avec son dernier verre de lunettes qu'il mettait devant son œil, et maintenant, il ne voit plus rien autour de lui. En plus, il est sur une île sauvage, les enfants se battent et il croit qu'il y a un monstre. Donc Piggy est dans un grand désarroi, il ne voit plus rien autour de lui et il est très inquiet. Les autres sont inquiets aussi parce qu'ils ont basculé dans une horrible barbarie. Tous ces enfants-là n'en sont plus qu'à se battre, à se menacer, à inventer des horreurs. Et ils perdent le sens de l'organisation et du devoir. Ils n'allument même plus le feu. Enfin, ils vont l'allumer le matin. Ils devaient l'allumer le matin, mais ils n'ont plus de lunettes. Donc, ils ne pourront pas l'allumer. Voilà, c'est la fin de ce chapitre 10. Il en reste encore 2, le 11 et le 12. Et après, ce livre sera terminé. N'hésitez pas, peut-être si vous avez envie dans les commentaires de donner votre avis sur ces chapitres, sur ce qui se passe dans l'histoire, ou peut-être de poser des questions si vous en avez. On peut toujours réfléchir ensemble aux réponses. Voilà, c'est toujours pas un livre auquel j'adhère beaucoup, mais je ne vais pas le répéter à chaque résumé. En tout cas, on va aller au bout, il reste plus que 2 petits chapitres, comme ça il sera bouclé. Voilà, c'est la fin du résumé du chapitre 10 de Sa Majesté des Mouches. On va résumer le chapitre 11 de Sa Majesté des Mouches de William Golding. Donc il reste 4 grands sur le plateau du côté civilisé, qui sont Ralph, Piggy, Eric et Sam. Piggy insiste pour qu'on fasse encore un meeting, donc Ralph souffle dans la conque, il y a quelques petits qui viennent et la réunion commence. C'est un petit peu comme chaque fois, il dit que c'est important d'entretenir le feu, mais la grande différence, c'est que Piggy fait appel à la raison. Il dit qu'il veut aller voir Jack et lui dire qu'il doit lui rendre son verre de lunettes parce que c'est ça qui est juste et que c'est pas correct. Ralph, lui, ce qui le rend furieux, c'est qu'ils ont volé le verre et qu'ils ont volé le feu, alors que lui aurait accepté de le partager, mais il n'accepte pas de s'être fait voler. Donc il décide de partir à la rencontre des sauvages qui se sont installés en haut de la montagne, vers les roches, et pour ça, ça paraît important pour Ralph d'être bien propre et de montrer qu'ils sont bien civilisés. Mais Eric et Sam ont un peu peur, parce qu'ils disent que les autres, ils vont être derrière leur peinture,
et que quand leurs visages sont cachés par la peinture, derrière leur masque, ils se comportent comme des sauvages. Bon, ils se mettent quand même en route pour aller les rencontrer et essayer de leur parler. Le problème, c'est que Piggy ne voit plus rien parce qu'il a plus de lunettes, donc il faut quelqu'un qui qui le tienne pour lui montrer où il doit marcher. Donc ils arrivent, ils se présentent devant la forteresse de roche, et les enfants expliquent, les sauvages expliquent que ils n'ont pas le droit de les laisser entrer parce qu'ils sont des gardiens et que Jack leur a interdit. Il y a Roger qui est en haut avec son gros rocher sur lequel il a mis un bâton pour faire levier et il jette des pierres. Et de temps en temps, ça fait un bruit et il y a des pierres qui tombent autour de Ralph parce que lui jette des pierres. Finalement, il y a Jack qui apparaît et avec Ralph, ils se menacent l'un l'autre, ils se poussent, ils se tapent, etc. Finalement, Jack ordonne à ces sauvages d'attraper Eric et Sam et de les ligoter. Il y a un petit temps d'hésitation et puis finalement ils y vont. Et c'est un peu comme la dernière fois. Quand ils sont tous ensemble en train de taper sur quelqu'un, ça les excite et ils sont tous contents. Donc ils se jettent sur eux et c'est une grosse bagarre. Et ils finissent par attraper Eric et Sam et les ligoter. Donc Jack se tient face à Ralph parce qu'il avait anticipé que Ralph allait vouloir défendre Eric et Sam. Et il le frappe lui aussi, il se bagarre avec Ralph, Ralph se défend, Ralph frappe Jack, Jack frappe Ralph. Et puis il y a un moment de calme de nouveau quand ils ont ligoté Eric et Sam qui sont étendus par terre avec les autres qui sont tout fous autour. Et Piggy prend la conque et il dit qu'il veut parler. Donc les autres acceptent et se taisent parce qu'ils sont curieux d'entendre ce qu'il va dire. Et en fait, à chaque fois que Piggy parle, les autres se mettent à faire des cris de sauvage ou à rire. Mais Piggy dit à Jack, tu dois me rendre mon verre de lunettes. Pas parce que j'en ai besoin ou même pas parce que tu es le plus fort ou alors parce que je te menace, mais simplement parce que c'est juste. C'est le seul moment où émerge la question de la justice. Et la réponse de Jack, c'est de rire et de répondre, c'est moi le plus fort, donc je m'en fous de ton idée. Et donc là, il se passe un événement assez encore dramatique. Il y a Roger qui est en haut, qui jette la grosse pierre sur Piggy, et Piggy tombe de la falaise, et il s'écrase en bas, sa tête est fendue, il est mort, la mer l'emporte, enfin voilà. C'est l'horreur, ils ont tué volontairement Piggy, qui déjà ne voyait pas où il était parce qu'il n'avait pas son verre de lunettes. Donc Eric et Sam sont ligotés, Piggy est mort, Jack hurle, il est fâché, mais bon, il n'a pas d'autre choix que s'enfuir. Et en même temps, il y a encore Jack qui le frappe en partant et je sais plus ce qu'il a. Il a encore une blessure en plus. De toute façon, ils ont tous des blessures partout. Ensuite, pour terminer, il y a Jack qui s'adresse à Eric et Sam. Il dit quand même à Roger, il lui fait une remarque, il le secoue, il lui dit pourquoi tu as quitté ton poste de garde, t'as pas le droit d'être ici avec nous. Et en fait, il dit que Golding dit que Jack a pour Roger le mépris qu'on a pour les bourreaux. Parce que donc autrefois, la peine de mort était autorisée et les gens qui exécutaient la peine de mort, ceux qui de leurs propres mains coupaient les têtes, c'était les bourreaux. Et effectivement, c'était des gens qui étaient un peu méprisés par les autres. Et il dit que Roger, qui est celui qui a mis à mort Piggy, est à ce moment-là un peu méprisé par Jack. Donc finalement, il dit à Eric et Sam, maintenant vous êtes de ma tribu. Et eux, ils disent non, on refuse. Et alors, tout le monde les tape, et ça c'est le bazar. Et Jack fait encore preuve de violence, et eux, ils disent, ça c'est pas le bon moyen. Et du coup, Roger marche sur eux. Donc lui qui continue à faire le sale travail, Roger. Voilà, c'est la fin du résumé de ce chapitre. C'est encore un chapitre dans lequel il y a un gros débordement de violence. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre où il veut en venir, William Golding, avec son livre. Si c'est seulement de montrer que l'homme est horrible, ou alors si lui-même considère ça comme un acquis et qu'il veut faire un genre de livre d'horreur. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'il montre toute cette sauvagerie. Et en tout cas, son postulat, c'est clairement que les enfants sans éducation ou alors les humains sans civilisation sont des espèces de monstres qui cèdent à toutes leurs pulsions parce qu'à chaque fois, quand il y a des scènes horribles, ils montrent tout le monde qui fusionne dans un espèce de joie de massacrer l'autre. Il n'y a jamais quelqu'un qui relativise ou qui dit c'est pas très bien, ou même Jack finalement, il dit oui c'est excitant de faire la chasse ou de tuer les gens parce que se bagarrer c'est vraiment super.
Voilà, en gros, l'état d'esprit qui me semble être celui du livre jusque-là. Il reste plus qu'un chapitre, le 12e, qui sera le dernier. Et voilà, j'arrête maintenant le résumé de ce chapitre 11. On va résumer le dernier chapitre du livre Sa Majesté des Mouches de William Golding. C'est le chapitre 12. Donc Ralph, il est tout seul dans la forêt, Piggy est mort et Eric et Sam ont été attrapés par les sauvages. Il a envie de s'approcher du fort de Rocher parce que la nuit arrive et qu'il n'a pas envie de rester tout seul. Et en plus, parce qu'il sent l'odeur de la nourriture et que lui, il a faim. Il y a un passage où il trouve la tête, donc ce qu'eux ont appelé Sa Majesté des Mouches, c'est la tête d'une truie qui est plantée sur un pieu. Donc lui, il s'énerve et il est fâché, il la voit toute blanche et il la casse en 1000 morceaux. Enfin, elle finit par s'ouvrir en deux et c'est assez effrayant parce qu'il a l'impression que la tête sourit. Et il finit par récupérer le pieu et il le garde comme arme. Donc les autres sauvages sont en train de faire le festin et Eric et Sam font maintenant partie de la tribu. Donc ça fait mal au cœur à Ralph de se dire que Eric et Sam sont devenus eux aussi des sauvages, mais il décide d'aller quand même leur parler. Donc il approche en se cachant et il va vers eux pour leur parler tout doucement. Donc Eric et Sam sont terrorisés, ils disent que Jack est horrible, Roger est un sadique, qu'il a fait des choses horribles et que Ralph doit absolument partir parce que sinon ça va être horrible ce qui va lui arriver. Et les deux, Eric et Sam, ils ont trop peur pour rejoindre Ralph et ils demandent à Ralph de partir. Ils lui donnent quand même une information, ils lui disent que le lendemain ils vont faire une battue pour le tuer avec un pieu à 2 pics. Et donc, il ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il dit que ça doit être horrible. Et donc, ils vont ululer. Ça veut dire qu'ils vont faire des ouh avec leurs paumes sur leur bouche. Et ils vont traverser toute l'île pour essayer de le trouver. Donc, lui décide de se cacher dans un bosquet. Et il dit à Eric et Sam, je serai caché là dans le trou à côté de chez vous. Donc, en dessous des herbes. Comme ça, essayez de les emmener de l'autre côté pour pas qu'ils me trouvent. Et Eric et Sam disent oui. Donc il lui donne un morceau de viande et Ralph s'enfuit. Donc il se met dans son trou, il a peur mais il finit quand même par s'endormir et il est réveillé le matin par les ululements. Donc il entend tout le monde passer, il ne le trouve pas, mais au bout d'un moment, il entend qu'on parle à côté de lui et de sa cachette. Et en fait, c'est Eric et Sam qui sont en train de gémir, ils sont encore battus. Et c'est Jacques et Roger qui les ont ramenés là et qui leur disent « Alors, il est où? Vous dites qu'il est ici, est-ce que vous avez menti ?» Et en même temps, ils continuent à les frapper et eux, ils continuent à gémir. Donc Ralph entend que Eric et Sam ont parlé et ont dit où il était caché. Ensuite, ils remontent sur la forteresse et ils jettent des pierres pour essayer d'écraser Ralph. Donc, ils font glisser des pierres de tout en haut les roches jusqu'au bosquet où Ralph est caché. Donc, ils n'arrivent pas à tuer Ralph comme ça. Et après, ils essayent de l'enfumer. Ils essayent de mettre le feu. Et Ralph en profite pour rallumer un feu qui va servir à continuer à appeler les bateaux. Donc il y a le feu, il court derrière lui, il y a tout un passage, c'est très long, où c'est une espèce de chasse à l'homme, les enfants se battent, c'est horrible, ils ont des yeux crevés, enfin bon, c'est vraiment horrible. Et enfin, quand l'incendie arrive au bout et que derrière lui, il y a tous les sauvages et que Jack est foutu, il se trouve nez à nez avec un officier de marine. On ne sait pas d'où il arrive, c'est pas écrit dans le livre, c'est un peu un genre de miracle. Quand ils sont tous prêts à massacrer Ralph, l'officier de marine est en face de lui. Donc tous les sauvages qui sont en train de crier s'arrêtent et l'officier dit bonjour et Ralph répond bonjour. Alors il lui dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous jouez à la guerre? Et Ralph répond oui. Et il dit, je ne sais pas si c'est de l'humour, il dit il n'y a pas de mort j'espère. Et alors Ralph répond eh ben si justement on a eu 2 morts. Et il est quand même un peu choqué, l'officier de marine. Il demande « Vous êtes combien ?» Et Ralph dit ben, « Je ne sais pas, on ne sait pas quel nombre on est. » Alors là, il fait une remarque, il dit « Mais enfin, vous êtes tous des Britanniques. Comment est-ce que ça se fait que des élèves britanniques soient si mal organisés ?» Donc on ne dit même pas qu'ils ont honte, il y a juste cette remarque-là qui est faite. Et il dit « Bon, qui est le chef ici ?» Et Ralph dit « C'est moi le chef. » Jack s'avance, il veut s'opposer, mais il ne dit rien et il baisse la tête. Donc, pour ceux qui sont intéressés à savoir qui est le vrai chef dans cette histoire de grosse bagarre, à la fin, c'est Ralph qui est le vrai chef. Mais
Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un élément important. Parce que ce qui est surtout important, c'est qu'ils finissent par tous fondre en larmes. Le petit Percival, qui connaissait son nom, son adresse, son numéro de téléphone, il n'arrive plus à se présenter, il a tout perdu. Il dit juste je m'appelle, et il se rappelle plus de comment il s'appelle. L'île est complètement massacrée, tout a brûlé. Ils ont tué Simon en le battant tous ensemble, en faisant semblant qu'il jouait à la chasse et que lui était le monstre. Ils ont tué Piggy quand il a protesté en l'écrasant avec une pierre. Ils n'ont même pas réussi à surveiller les tout petits, parce qu'il y en a un qui avait brûlé au tout début quand il s'entraînait à allumer le feu. Donc le bilan est catastrophique. Le rencontre avec la civilisation, l'arrivée de l'officier, je ne sais pas trop comment l'interpréter, parce que l'officier, il a l'air d'être quand même très froid par rapport à ses gamins. Ça l'embête qu'ils ne connaissent pas le nombre exact d'enfants, parce qu'il n'a pas envie de faire une battue dans toute l'île pour chercher combien il y en a. Donc il paraît quand même un petit peu, je sais pas, égoïste, ou en tout cas fort préoccupé de ses problèmes personnels. Il leur dit à un moment: «Ah, je comprends, c'est l'aventure de Robin des Bois», comme si c'était amusant, alors que bon, ils viennent quand même de dire qu'il y a eu 2 morts, ils sont tous dans un état catastrophique. Donc l'officier les accueille avec une certaine froideur quand même, et puis Ralph fond en larmes, et après c'est contagieux, ils se mettent tous à pleurer, et l'officier se retourne pudiquement pour leur laisser le temps de se ressaisir. Et le livre se termine comme ça. Il y a rien de plus, c'est comme ça que le livre se termine. On ne sait pas d'où sort l'officier. La moralité de l'histoire, ça semble être que l'humain est un sale sauvage capable de toutes les pires horreurs. Est-ce qu'il y a une idée derrière? Est-ce que, par exemple, il promeut l'éducation et la civilisation en considérant que c'est ce qui nous permet quand même de ne pas tous s'entretuer dans la rue à coups de bâton? Ou est-ce qu'il voulait simplement écrire une œuvre très noire pour ressortir tous ces noirs sentiments? Je ne sais pas, il y a certainement des gens qui ont mieux analysé ce livre de William Golding, mais en tout cas, si vous avez écouté de cette lecture ou seulement le résumé et que vous avez un point de vue sur cette question, n'hésitez pas à le partager. Ça me fera plaisir d'avoir des avis sur la question. Et si vous êtes content d'avoir pu trouver cette lecture, que ça vous a été utile et que vous souhaitez nous remercier, la solution la plus simple, c'est de vous abonner à notre chaîne, ça nous fera plaisir et ça nous motivera à continuer de proposer des lectures qu'on espère de qualité. Merci pour votre écoute.